la zone aéro. Bien take-off. Press 7. 8 knots check. Air France, de Tango Bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Air Bonsoir, de... Conseil, monteur de gauche en attendant Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight or A401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Cynthia. Bonsoir à tous, bonsoir Sébastien. Ça va bien? Regardez qui est là. Bonsoir Nico. Il est là. Salut mon petit Nico. Bonsoir à toutes et tous. Ils sont tous là. Comment allez-vous bien? Eh ben écoute, comme un mardi, il fait chaud ici là. Ah oui. Là il fait très très chaud. Alors je vous dis pas. Si vous allez bien comme un mardi, un mercredi, c'est que ça va pas les T'as gars. dit un mardi? Non, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Moi j'ai rien dit. J'en ai marre moi avec les jours. Hein, mais, La dernière voilà, fois il j'ai est dit votre corps, mercredi c'était lundi, enfin ça a plu du tout. Je crois que là, vivement la retraite hein, comme on dit. je crois que vivement la fin de la saison pour toi pour faire un petit break là. T'as besoin de Ouais, je repos. pense qu'il va falloir. Ouais. D'ailleurs, il y a un changement de date, on en reparlera. On va saluer tout le monde qui est là. Il y a Lolo Radar qui est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Il a une chaîne Twitch sur laquelle il fait du contrôle aérien virtuel. Vous pouvez aller le voir. Lolo Radar, salut, bonjour. On a Tranquille la chatte qui est là. Ben Moll, MMG7F, qu'on félicite. Il a fait un chouette programme. Il est passé dans Question pour un champion. Mais c'est Oui. pas une blague. Pour On de l'a vrai. vu. On l'a vu. Bon. Donc, coucou à lui, Fred qui est là évidemment, notre ami Bonsoir à Fred, tous. Julot, Philémon, Les Babar, Babar1777, coucou. Tous Qu'est-ce les que j'ai raté fidèles, encore? la Dream Team. Ouais, j'ai vu Céleste évidemment, j'entends rien qui est là, et t'as vu d'ailleurs, il a fait une faute à ton prénom, mais il a retenu, Ouais, ce qui est déjà un C'est- exploit en soi. je pardonne. Joe Je t'entends rien, je te parle. 448, voilà. Et moi je sens le gaz, bah ouais, non mais en plus il est impatient, tu vois, non mais voilà, Zéro patience, zéro patience. c'est ça. Vraiment. Bien. Les amis, merci d'être présents une fois de plus dans la zone aéro qui se présente bien. On arrive tout doucement sur la fin de saison avant d'en redémarrer une nouvelle en septembre. Ça va nous faire du bien, nous poser un petit peu. Mais on a encore beaucoup de chouettes invités à découvrir. Ça va être le cas de ce soir où, ensemble, on va découvrir une facette un petit peu particulière d'activité aérienne, aéronautique. Et on en reparlera juste après. Ouais. Voilà. Moi je dis que quand même ils vont nous manquer cet été un peu quand même. Mais oui, mais c'est pour mieux revenir en septembre. Ouais, c'est comme à l'école. C'est un petit peu ça. Avec peut-être des partenaires, on en reparlera. Voilà, il y a Ah, pas mal de choses trop qui vont bien. arriver. Nico, des petites choses à annoncer. Toi aussi, tu vas retourner bientôt dans un cockpit? mais peut-être, je sais pas. Ah, il Voilà. sait pas. Tu vois, il laisse planer le doute. Ça dépend. Une Ou chose à est sûre, 48e ou à 32 peut-être, oui, certainement. Ça c'est certes, ça c'est sûr. Ok, mais une chose qui est sûre, il a fini son yaourt. mais il a fini son yaourt. C'est ça. C'est ça. Bien, alors, attendez. Ça c'est il faut secret que- défense, faut pas le dire. Ah pardon, Ouais. désolé Nico. Il faut que je reprenne ce que j'avais à dire. Alors oui, déjà, on remercie toutes celles et ceux qui nous suivent également, puisque vous êtes peut-être en train de regarder le replay de l'émission sur YouTube. Merci à vous. Merci, alors on le dit chaque semaine, mais merci à vous de commenter, de suivre, Les pouces. voilà, de mettre des petits pouces si ça vous plaît. Comme ça, au moins, on arrive à cibler. Alors, c'est pas forcément pour faire de l'audience, Non, comme on peut dire, mais par contre, c'est quand même plus pour cibler un petit peu ce qui vous intéresse. exactement. Et puis vous proposez des choses qui sont cool. Ou si vous avez des idées d'ailleurs de sujets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a des gens qui l'ont fait et on est en train de travailler là-dessus. Exactement. Donc n'hésitez pas, c'est aussi un espace d'échange, il faut le dire. C'est pas juste une chaîne de base, c'est complémentaire. C'est ça, ça nous aide à cibler un peu plus. Oui. Si l'émission de YouTube vous plaît, vous pouvez la suivre en live 15 jours avant sur Twitch. C'est le cas ce soir. Et si ça vous plaît, vous cliquez sur la petite cloche pour les notifications et comme ça vous êtes averti si vous ne connaissez pas Twitch. C'est comme ça que ça marche. Vous aurez la petite notif qui apparaîtra sur vos téléphones ou vos ordis en disant « Ah, il y a un live qui démarre ». Vous cliquez dessus et puis au moins ça s'ouvre directement. Et puis, les manières de soutenir le travail de la zone aéro, je rappelle, c'est comme un petit peu nos invités de ce soir. Hein, qu'est-ce qu'on entend? Ah, c'est Nico. Ah, peut-être. c'était la pub sur Twitch Ah, qui voilà. passe pour Donc, l'émission.
Il te Nico faut nous a prendre un réveillés là abonnement, maintenant. Nico. Il te faut prendre un abonnement pour plus avoir de On va pub. plus avoir de pub, c'est ça, un prime. Si vous voulez soutenir donc le travail de la zone aéro, un peu comme nos invités qui voilà, c'est un associatif, on est des bénévoles, on est tous là pour travailler et partager de la connaissance C'est ça. aéro. Vous pouvez le faire à travers les abonnements Twitch. Ça vous coûte 2 cafés pour le mois et en plus vous n'avez pas de pub parce que Twitch il matraque un petit peu au niveau des pubs et je crois que ça a augmenté encore. Donc voilà, c'est comme ça. Donc vous n'avez plus de pub. Si vous êtes pilote de Prime vidéo, j'ai une question pour des personnes qui attendent l'émission avec maladie, pilote de Dragon, c'est prévu pour bientôt. On va voir la rentrée. On verra pour la rentrée parce que là, alors vous imaginez bien qu'au mois de juillet et août, c'est blindé. Donc ça sera plutôt pour la début de saison de l'année prochaine. Ouais. Enfin, début de la prochaine Une saison à saison. partir de septembre. Je vais y arriver. C'est ça. Voilà. Et enfin, pour terminer, les soutiens, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux en partageant, mais aussi sur Patreon ou sur Hello Asso. Vous avez plein de choses et la boutique aussi. Vous pouvez acheter évidemment. votre mug en Voilà. même temps Si que vous regardez l'émission. voilà, si vous voulez avoir un petit peu de design, comme ça, Ah. là, comme ça. Toi, tu as le dernier. Ah ouais, Euh, j'ai les derniers. Ouais. Vous pouvez le faire. Et puis, on vous envoie ça. Et en plus de faire rayonner la zone, ça nous aide. Voilà. Et on le voit quand même que c'est le dernier. T'as vu, il est un peu plus, Il est plus bleu. vif, plus bleu. C'est ça. Tu le portes mieux. Oh, ça y est, on nous fait un pub lessive maintenant. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. C'est ça. Bien, je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez interagir sur le chat de Twitch. On le lit en temps réel. Et surtout, avec nos invités, vous pourrez poser vos questions. Et vos questions, les met de côté. Pareil, au fur et à mesure du débat, on les sort, on les incruste. Et il n'y a pas de questions bêtes, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. On est là pour échanger, discuter tous ensemble. Ouais. Mais avant, Il y a une lessive qui l'a fait bleu. ouais, on va déposer le plan de vol. C'est Le plan de parti, vol, c'est plan de vol de parti. l'émission, on lance le... Attention la tête. Attention la c'est tête, ça parti. va arriver. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Le sommaire de la zone avec Jean qui dit encore des bêtises sur le chat. Et je t'en veux. Ah oui? Non mais attends, on va s'en occuper. On D'accord. s'en occupera plus tard. T'es prête à attraper le menu? Je vais le chercher. Attention, 1, 2, 3. Hop, hop, Faut aller plus vite. Ouais, plus vite. Hein. Alors, actualité du terminal dans un instant. On a quelques petites news à vous préparer, à vous partager. On a travaillé un petit peu cette semaine, donc voilà. Et puis ensuite, ça sera la séquence au sol et en vol. Vous l'attendez, notamment des gens de la communauté du BIBS, par exemple, ou à Chaillard, des gens qui font du combat aérien. C'est du lourd, ce soir. Sur leurs petits ordinateurs, ils font du DSS, ils font plein de choses. Ben, ça va vous plaire parce que tout à l'heure, on recevra Tao et Judy qui sont avec nous. On va les présenter, ils se présenteront et on parlera de partage d'expériences aéronautiques pour les entreprises, on parlera de fly and fight, on parlera d'événementiel, on parlera du Bourget, on va parler de plein de choses avec eux. Ça sera passionnant et vous pourrez intervenir, interagir, poser vos questions au fur et à mesure des échanges. Je suis sûr que ça va vous passionner. Oh oui. Fin d'émission, remise de gaz, foire aux questions. On vous reparle rapidement du programme du mois de juin qui est sorti. Et puis, on vous parlera aussi de la fin de saison. Exactement. Rapidement. Il y a des petits trucs à dire. Voilà, puis en fin d'émission, ce sera un raid sur une autre chaîne. Vous connaissez le principe. En tout cas, vous êtes déjà assez nombreux qui êtes connectés. Donc, merci à vous encore une fois pour votre présence. Et ça nous motive. Ah ben oui, nous on est là pour vous faire plaisir. Ah ouais, il y a Donc déjà pas là, mal de on est monde. super contents. Bon, c'est parfait. On repousse le sommaire. Attention, Attends, 1, attends. 2, 3. Ah là, c'était bien. Là, c'était mieux. Parfait. On dirait des enfants. Et c'est parti, tout de suite, on démarre l'actu du terminal. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Allez, on est parti pour l'actualité du Je sais terminal. pas si vous le voyez, mais Sébastien a mis les lunettes. Ouais, Attention. j'ai mis les lunettes. C'est pour me reposer les yeux. Et c'est toi qui vas démarrer d'ailleurs, puisque Exactement. vous voyez cet Airbus à 381, et tu vas nous parler
de China Southern. Exactement, c'est China donc Southern China, in English. In English, please. Donc, qui récemment a eu de gros soucis en vol. Il y a eu un feu en vol lié à un objet qu'on connaît tous, donc je vous garde le secret pour le moment. Donc il y a un vol qui allait de Hangzhou, alors excusez-moi parce que je ne connais pas très bien les villes chinoises, mais Hangzhou à Shenzhen en Chine. Ça a été en mai dernier et c'était dans le vol CZ 6850, un Airbus A320 tout simplement qui a décollé et 15 minutes après le décollage, il a dû atterrir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un feu. Une épaisse fumée est apparue dans la cabine. L'hôtesse de l'air est arrivée avec son instincteur. Elle l'a éteint, panique à bord, tout le monde s'est levé, commence à hurler, il y a le feu, il y a le feu. Et pourquoi? Tout simplement pour une batterie externe de téléphone pour charger nos appareils électroniques qui a pris feu. Donc là, en ce moment, ça arrive plutôt régulièrement. Il y a eu aussi notre vol en janvier d'une autre compagnie, même type d'incendie, lié à une batterie externe. Donc là, le hasard, ils sont un petit peu inquiets. Donc l'Agence européenne de sécurité aérienne a publié un communiqué en disant qu'il fallait être vigilant à ces objets qu'on emporte à batterie à lithium qui sont très difficiles à éteindre et à gérer. Il existe des petites pochettes pour sécuriser ces batteries quand elles prennent feu, mais c'est... Il y en a d'ailleurs dans les avions qui sont à disposition, il suffit de les demander au PNC en règle générale, ou s'il y a quoi que ce soit, on prévient. Parce que c'est vrai, quand ça part, ça ne s'arrête plus. Hein. Exactement. Les objets qui surchauffent, il ne faut pas hésiter à les signaler parce que là, avec toutes les conséquences que ça a amené, le décollage retardé et ainsi de suite, ça s'est reporté sur les autres vols. Et puis, je ne vous parle pas du bazar pour faire débarquer tout le monde et re-embarquer tout le monde. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant un petit peu avec tout ça parce qu'on n'y prend pas trop attention. Et éteignez vos téléphones en vol. Discutez avec les passagers à côté de vous. Ah, voilà. Tu favorises le contact. Exactement. Parfait. Allez, prochaine petite actu. Tu vois, j'ai aussi mis un A380, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Je l'ai appelé perché en croisière à tous les niveaux, puisque une scène surréaliste s'est déroulée à bord d'un vol British Airways entre San Francisco et Londres. C'est un steward qui a été retrouvé entièrement nu, en train de danser dans les toilettes de la classe affaires, visiblement sous l'emprise de certaines substances. J'espère. Donc c'est une scène un peu cocasse. Je pense que les passagers n'étaient pas prêts. C'était toi, Nico, non? C'est ça? C'est ce que tu as dit? Non, il volait trop haut. Il volait trop haut, c'est peut-être ça. Hein. L'hypoxie. En fait, le membre d'équipage qui devrait servir les repas avait mystérieusement disparu. Et c'est lors de l'inspection que le chef de cabine a découvert l'homme dévêtu, un petit peu incohérent, il faut le dire, dans un état second, et ses collègues ont dû l'habiller avec un pyjama qu'ils ont récupéré en première classe avant de l'attacher à un siège jusqu'à l'atterrissage. Donc vous voyez, vous imaginez bien la scène. Et lors de l'arrivée à Heathrow, les autorités ont arrêté l'homme de 41 ans pour suspicion, ça c'est drôle, suspicion d'inaptitude au service. Ils n'ont pas pris de risque. Suspicion. Ils n'ont pas pris de risque. Il a été libéré sous contrôle judiciaire, évidemment, suspendu de ses fonctions. Une enquête qui est en cours chez British Airways. Voilà, le naturisme ne plaît pas, visiblement, dans les compagnies britanniques. C'est spécial quand même, il faut que ce soit un vol de naturiste. C'est une petite anecdote, ça arrive aussi, hein, comme les batteries. Alors, il ne faut pas que les deux arrivent en même temps. Ah non, sinon c'est pas bon. C'est les vols pour le Cap d'Agde. Oui, c'est possible. Ah ben non, oui. Alors là, peut-être qu'il avait une correspondance derrière, on ne sait pas. Avec le point IFR, là. Acunu. Acunu. Allez, on continue avec Skyguide. Skyguide, dans le rouge. Et pourquoi Skyguide est dans le rouge? Parce que Skyguide, c'est une entreprise... Pardon, tu voulais dire? Non, vas-y. C'est une entreprise de contrôle aérien qui intervient sur Genève, en Suisse, et qui a aussi d'autres bases ailleurs, notamment à Zurich. Et là, actuellement, elle subit de nombreux dysfonctionnements au niveau de son système. Donc là, la dernière fois, il y a eu 7 dysfonctionnements en l'espace d'une journée. Ça fait quand même beaucoup. Du type perte de radar pendant quelques secondes. Ah, c'est moche. Donc, il n'y a pas eu d'accident, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de danger. Skyguide a rassuré tout le monde. Mais là, ils ont décidé du coup de réduire leur capacité au niveau de l'approche de Genève, principalement, là où il y a eu le plus de bugs. Et ils réduisent à 20%. Donc, ça veut dire qu'il y avait 20% de moins de trafic. Donc, vous imaginez un petit peu, il y a dû avoir un certain nombre de vols qui ont été annulés.
suite à ce problème radar. Donc là, il y a un groupe d'études qui a été mis en place. Ils sont en train de régler les bugs et actuellement, ça ne s'est pas répercuté sur Zurich. Donc pour le moment, il n'y a pas de réduction de trafic. Mais ils espèrent que ça ne va pas arriver à se produire chez nos voisins. D'accord. Ok. À surveiller. Donc, à surveiller. Et on continue avec peut-être cette news, enfin cette nouvelle qui a défrayé un petit peu la chronique, y compris en France. Voilà, je l'ai nommé 22 kilos de cigarettes. Vous allez dire, mais quel est le rapport avec la photo? En fait, c'est un contrôle douanier embarrassant pour cette dame, Annick Petrus, qui est sénatrice Les Républicains de Saint-Martin. Puisque à son arrivée sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, elle a été interpellée avec la bagatelle de 110 cartouches de cigarettes dans ses bagages. Ah ouais, pas cool. Voilà, pour la consommation personnelle, peut-être que c'est une grande fumeuse, on ne sait pas. Mais il y a quand même une valeur estimée de 14 250 €. Donc voilà, ça n'a pas trop plu. Elle a plaidé pour un simple service rendu à un ami, sans préciser lequel, et une pratique, selon elle, courante entre les Antilles et la métropole. Donc la parlementaire dit ne pas savoir ce que contenaient les valises et affirme avoir agi par confiance, un petit peu comme Air Cocaïne, si on se souvient de l'affaire de l'époque. Une explication évidemment jugée insuffisante par les douanes et elle a copé d'une amende de 4 900 €. Ça fait cher de cigarettes. Dans le cadre d'un arrangement avec le parquet de Bobigny, donc ils ont quand même trouvé un petit truc pour s'arranger. En revanche, la marchandise a été saisie, elle a été détruite. Maintenant, quid de l'impact politique? Je pense que voilà, elle a protesté contre ça, je crois, au Parlement. Ah oui, bah c'est possible. Ben voilà, donc du coup, voilà, tel est pris qu'il croyait prendre. Comme dit J'entends rien, ça nous donne des leçons après. Et ça fait pareil. Oui, c'est comme ça. Allez, on enchaîne avec une nouveauté de la compagnie nationale. C'est une image de Simu, ça. Et oui, notre petit bébé français, Airbus, va sortir son cargo A350. Donc ça y est, les premières ailes ont été construites. Elles sont sorties du site de Boughton, au Royaume-Uni. Et elles vont être transportées en beluga jusqu'à Brême. Et après, elles vont arriver à Toulouse pour l'assemblage sur le fuselage. Donc c'est quand même une belle chose. Et donc le cargo, quand même, il va remplacer tu vas nous faire des photos? Ah oui, j'irai les faire. Okay. Rien que pour vous, j'irai les faire. Parfait. Donc il va remplacer le Boeing qui a actuellement été plutôt prédominant au niveau du cargo. Et les essais sont prévus pour les essais en vol après assemblage en 2026-2027 et ils espèrent pouvoir le commercialiser second semestre 2027. Donc le mettre en vol, ça va être une bonne nouvelle. Il le sera sur la même ligne de production que la 350. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça veut dire que ça va être plus facile à assembler et ça va sortir en production. Donc ça va bien fonctionner pour Airbus. Il aura une charge utile jusqu'à 111 tonnes, 4700 nautiques qu'il pourra faire. Rien quand même. Ouais. Et il aura par contre la même motorisation que la 350 et il sera un petit peu plus court. Il fera 70 mètres. Ok. Voilà. Il sera tops, je suppose aussi. Vive la France. Oui, ben voilà, très bonne remarque de Philémon qui dit c'est bizarre, il manque tout le bleu. Oui, du coup, il n'y aura pas du bleu. Par contre, il y aura une grosse porte transversale, je crois, sur le côté gauche, me semble-t-il. Pour charger quoi? Des cartouches de cigarettes. Exactement, pour tout se recoupe. notre ami. Allez, on regardera ça pour les premiers vols. Ça va être cool. Et on termine avec un petit peu d'histoire, à la bonne habitude, dans l'actu du terminal. On va parler d'un 5 juin, puisque nous sommes le 5. 5 juin, dans l'histoire de l'aviation, c'était il y a 74 ans, jour pour jour, débutait l'une des opérations militaires les plus audacieuses de l'histoire, c'est le fameux débarquement en Normandie. Et dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, ce sont des milliers de parachutistes anglo-américains qui ont été largués dans le bocage normand et ils ont été rejoints par des planeurs d'assaut, comme vous voyez sur la photo, qui ont traversé la Manche dans une obscurité absolument totale. Donc, ce n'est pas des avions, c'est des planeurs, il n'y avait pas de moteur là-dessus. Incroyable. Le voyage est plutôt chaotique, plutôt terrifiant, on n'entend rien, et puis en plus, l'atterrissage est souvent meurtrier, parce que de nuit, on ne voit rien du tout. De quoi? Le 4-6, non, le 4-6-25? Eh bien, on est le 5, c'est dans la nuit du 4 au 5.
C'est ce Ouais, qu'on mais vient de dire. on est le 4. C'est un petit... Oui, on est du 4, donc dans la nuit du 4 au 5. Oui, mais t'as marqué un 5 juin dans l'histoire. Ah, C'est ah pour oui, ça. oui, d'accord, ok. Ok. Oui, parce qu'en Non, fait, mais non, mais en Il fait, est perdu entre les mercredis et les jeudis. c'est parce que je vais vous expliquer, parce qu'en fait, dans le résumé, ils sont repartis du 5 pour remonter tout le déroulé du 4. C'est pour ça que c'est noté au 5, en fait. Donc voilà, de nombreux soldats sont tués ou blessés même avant d'avoir combattu. Et pourtant, malgré les pertes, les chaos, les premières positions sont prises. Et à Sainte-Mère-l'Église, il y a des combats qui éclatent. Certains soldats se noient. D'autres tombent sous les balles allemandes, mais l'essentiel est là. Les Alliés ont posé le pied en France. Et le jour J marque le début de la libération. Et aussi l'enfer qui s'annonce sur les plages de Normandie. Mais l'espoir global renaît. On espère en tout cas, la libération des Allemands en France. Donc voilà, c'était il y a 74 ans. Ça passe quand même très rapidement. Voilà. Voilà pour l'actu. Je pense que tu as pris un peu cher dans le chat. Ouais. Je crois que... Mais c'est pas grave. Oui, mais on n'est pas à 2 jours près. Il faut quand même commémorer ce genre d'événement, quoi. Faut le dire, on n'est pas... Non, mais il faut... Là, je vais faire une petite intervention. Vas-y, Nico. Donc là, on voit un planeur Orsa, un planeur anglais, là. Donc c'est des planeurs comme ça qui ont atterri près du Pegasus Bridge, sur l'Orne. Tout ça pour prendre le pont, en fait. Donc ils ont atterri donc à 50 mètres du pont. Le planeur le plus près est à 50 mètres du pont. Ils ont réussi à atterrir en silence, sans que les Allemands les entendent. Et donc le commando a pris le pont du Pegasus Bridge. Voilà. Après, pour revenir sur les parachutistes, alors je conseille vraiment aux gens d'aller voir les plages du débarquement. Alors pas forcément pendant les commémorations, mais allez-y là au mois de juin, au mois de juillet, pendant les vacances. Mais allez-y, vous vous rendrez compte un peu de l'événement, quoi. Je veux dire, il y en a partout. Ça va de Pegasus Bridge jusqu'à Sainte-Mère-Église, Utah Beach. Et il faut aller voir les musées, quoi. Faut faire toute la côte. Arromanches, le port d'Arromanches qui a été construit, c'est phénoménal. Après, il y a le musée des aéroportés de Sainte-Mère-Église. Là aussi, c'est phénoménal. Et puis là, vous vous rendez compte que finalement, c'est des gamins qui viennent du fin fond des États-Unis, c'est des gamins de 20 ans. Qui sont peut-être jamais partis de chez eux. Le plus loin où ils ont été chez eux, c'est peut-être la grande ville qui est à 30 bornes de chez eux. Et puis là, ils se retrouvent dans un pays étranger, en pleine nuit, avec des armes, des ennemis, parachutés au milieu d'une campagne qu'ils connaissent pas du tout. Enfin bref, ça devait être l'enfer pour eux, quoi. Je vous dis pas l'angoisse, quoi. Donc non, mais allez-y pour vous rendre compte un peu de... Parce que regarder jour le plus long à la télé, c'est bien. Par contre, aller sur ou Soldat Ryan, c'est très sympa, mais par contre allez sur les lieux, quoi, parce que là vous allez prendre une claque et puis vous allez vraiment voir de quoi il s'agissait en fait exactement, quoi. Donc allez voir, revoyez les films, revoyez Soldat Ryan, revoyez la série la Band of Brothers, tout ça, puis après vous allez le jour le plus long aussi, revoyez les films, puis après vous allez sur place et puis vous essayez de retrouver les endroits et puis d'y aller, mais allez-y, vraiment c'est un conseil que je donne. Et voilà, vous avez de quoi faire pour cet été. C'est vrai qu'il a raison, parce que non, mais il fallait en parler, même si on n'est pas le 5 ou 6, mais... Il y a un devoir de commémoration aussi. Tu as tout à fait raison, Nico. Souvent, les jeunes oublient qu'ils sont libres de tout, mais grâce à ces gens qui sont battus pour nous. Aussi. Voilà pour la rubrique Actu de ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les poster dans le chat, évidemment. Et puis, place à la séquence du soir. On va retrouver nos invités. On va parler de plein de choses. On va parler, d'aéro, de pilotage, du vrai. On va parler de carrière. On va parler... Allez, je laisse un petit peu la surprise. On va parler du Bourget, on va parler de simulation, on va parler de combat, on va parler de plein de choses. Donc, on va les retrouver tout de suite, puisque ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir non pas un, mais 2 invités. Vous en avez 2 pour le prix d'un. On va parler de chorégraphie. De chorégraphie, c'est un petit peu ça. Mais pour les amis qui aiment justement la simulation, vous pourrez poser toutes vos questions, puisque nous avons le plaisir d'accueillir 2 piliers de Fly and Fight.
C'est Tao et Judy qu'on retrouve tout de suite. C'est la séquence au sol et en vol. Et c'est maintenant. Au sol et en vol, voici le thème de l'émission du jour. Logiquement, on devrait les voir apparaître. Attention, le premier, le deuxième, ils sont là. C'est beau, hein, la technologie. Ah, c'est beau. Messieurs, bonjour. Alors, Tao à gauche, Judy à droite. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfaitement, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Eh ben, ça marche. C'est On incroyable. est Bonsoir. Ben, Nico, voilà, Nico, vous le connaissez. Cynthia, voilà. Merci, messieurs, de venir nous voir. Alors, avant, évidemment, de parler, puis que vous nous présentiez un petit peu Fly and Flight. Ça y est, ça commence de chambrer d'ailleurs sur le chat. Il y a Tom qui dit Tao Barbier. Donc ça commence, tu vois. Donc, juste avant de parler de Fly and Fight, est-ce que vous pouvez simplement, l'un après l'autre, vous présenter, revenir un petit peu sur vos carrières et puis ce qui a enchaîné pour arriver à ce projet de Fly and Fight que vous allez nous présenter aujourd'hui? Avec plaisir. Allez, qui commence? Allez, je vais laisser Julie commencer pour une fois. Allez, c'est parti. J'attends qu'il y ait le chrono. Je sais que normalement il y a le chrono. On va voir si je ben, maîtrise attends, le je vais mettre le chrono. Le chrono, voilà, il est là. Ah, il y a un habitué. Je me suis renseigné. Par contre, je suis en retard déjà. Donc, bonsoir à tous. Je suis Jules Gendin, donc cofondateur et directeur des opérations chez Fly and Fight. Je suis un ancien militaire également. Je suis pas pilote. Par contre, j'ai passé 21 ans dans l'armée de l'air et de l'espace en tant que préparateur physique et mental. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré donc mon ami et associé qui est avec nous ce soir, Tao. Je l'ai rencontré en 2012 alors qu'il était pilote présentateur du Rafale Solo Display. Car j'ai eu la chance et l'honneur, je dis souvent ça comme ça, de devenir son personal trainer, puisque les pilotes du RSD ont droit à avoir leur coach sportif, leur coach mental attitré pendant la durée où ils exercent. J'ai quitté l'armée quelques années plus tard en 2018. Il me reste 10 secondes, ça va être compliqué. Je me suis mis à mon compte dans l'accompagnement, toujours dans le cadre du coaching et de la préparation mentale. Et en parallèle de ça, est arrivé à mes oreilles un projet de simulateur de vol, de simulation de vol. Et j'ai vite perçu qu'il y aurait quelque chose à faire. Je ne savais pas encore quoi à l'époque. Ce qui fait que j'ai appelé mon ami Tao justement pour lui poser des questions sur le vol, sur certaines missions. Et vu que j'ai posé des questions, il m'a répondu par d'autres questions. Et c'est là qu'en fait, il avait commencé à mettre le doigt dans la machine qui allait devenir quelques temps plus tard ce pourquoi on est là ce soir, donc Fly and Fight. J'ai un peu débordé. Ah mais non, c'est parfait. Avec les 4 secondes qui manquent au début, c'est parfait. C'est nickel. Donc en fait, on peut retenir que tu as fait souffrir Tao pendant un certain temps. Il dit pas non. Hein. Ah, ça dépend comment on le voit. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il l'a soutenu, visiblement. Il n'a pas fait souffrir. On va en reparler. La frontière est mince souvent. Hein. Ça dépend à quelle heure on. Ça dépend. Ouais, c'est ça. Bon, Tao, à ton tour. Eh ben, bonsoir à tous déjà, merci de nous accueillir, c'est toujours un plaisir de partager ces moments-là. Alors moi, Benoît Planche, Tao, pilote de chasse et OPN. J'ai commencé il y a un peu plus de 25 ans dans l'armée de l'air, d'abord sur Mirage 2000 et ensuite sur Rafale. J'ai eu l'honneur de finir quelques années sur Rafale en étant donc présentateur de 2013 à 2015 et ensuite coach de 2016 à 2017. Puis ensuite un peu de réserve opérationnelle et retour au monde civil. Et effectivement, comme l'a déjà si bien dit Julie, plein de projets puisque en fait cette passion nous quitte jamais. Et ce qui nous anime tous, c'est le désir de la transmettre et de pouvoir rendre un petit peu tout ce qu'on a eu pendant toutes ces années. Et le projet de Fly and Fight, c'est exactement ça. Et donc on y travaille dur. Et comme je sais rien faire tout seul, heureusement que mon coach est là, ça me permet de pouvoir assumer avec lui. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, tu étais le prédécesseur de Marty. Exactement, Marty c'est mon fillot, tout à fait. J'étais le numéro 3 en fait, puisque c'est de l'affiliation, et puis Marty numéro 4. Voilà, ok. Et numéro 2, Michael. Voilà. Eh bien, on va envoyer tout de suite la parole à Nico, parce que je sais qu'il adore poser les premières questions.
Donc Là, Nico, en fait, à oui, toi. je m'intéresse toujours aux passions et aux sources en fait de la passion aéronautique en fait, et notamment surtout parce que je suis passionné aussi de ça aussi, de militaire et de combat aérien. Et je voulais savoir à quel âge. J'ai deux questions. Hein. Donc à quel âge d'abord vous est venue cette passion de l'aéronautique, parce qu'on a eu des invités où c'était tard, c'était vraiment après l'adolescence quoi, après le bac même. Où il y en a d'autres, c'était vraiment très très tôt, quoi, quand ils étaient vraiment gamins. Et donc, vers quel âge vous avez eu cette passion et comment, quand vous étiez jeune, vous viviez cette passion-là par des revues, des maquettes ou je sais pas. Allez-y. Eh ben moi j'ai commencé, je pense très jeune, j'ai pas vraiment le souvenir exact, mais j'ai le souvenir d'avoir eu des posters d'avions beaucoup dans ma chambre. Et je sais pas si on verra l'image, mais je crois qu'il y a une maquette qui se cache derrière mon épaule par ici. Et donc j'ai aussi découvert cette passion par les maquettes. D'accord. Ah, tu fais des maquettes aussi. D'accord. Ouais, Bon, on en discute après. avec plaisir. Bah moi, pareil, ça a commencé, je n'ai pas vraiment de souvenir exact, mais je sais que, enfin, dès mais la primaire, en fait, j'ai toujours eu des avions dans ma chambre et tout, alors que bizarrement, j'avais personne dans ma famille qui était dans l'aéro, et ça se manifestait, bah, je crois que comme tout le monde, hein, donc Buzz Bunny, comme livre de chevet. Alors je crois qu'on va beaucoup parler puisque je fais de la maquette aussi derrière. Hein, Oh là là. Ah, il y a un atelier derrière. Attends, regarde. Ça y est, Nico, ça y est, la il fait la présentation des visite, ateliers. Nico. Exactement. Workbench, comme on dit. Ça m'a jamais quitté et donc voilà, donc c'est quelque chose qui est difficile à retranscrire parce que ça fait partie de l'ADN clairement et simplement. Mais voilà, donc effectivement les B-17, les SPI, tout ça, ça a accompagné toute ma jeunesse. Ah, excellent. Excellent. Ok. Cynthia, Mais justement, quand vous êtes rencontrés, à quel moment, comme on parle des origines, je me demandais à quel moment vous êtes dit on pourra plus vivre l'un sans l'autre, j'aurais besoin de mon coach pour m'aider et puis pareil dans l'autre sens quoi. Alors si nos femmes nous écoutent, elles vont peut-être pas apprécier la question. Alors, sans les épouses, allez. À quel moment on s'est dit ça? Je sais pas, on se l'est pas dit, on l'a constaté peut-être. Je ne sais pas si on est fait pour passer encore un long temps ensemble, mais oui, c'est bien parti, on va dire, depuis 2012. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, punaise, par exemple, je sais pas, vous avez fait un exercice, vous avez passé vraiment un moment où vous vous êtes dit, là, ça y est, c'est bon, je sens que ça va marcher, on va vraiment être super bons potes. qui a la symbiose, quoi, en fait. Oui, qui est ce petit truc. Ouais, symbiose, moi, elle est venue assez rapidement dans le travail, on va dire, quand on se croisait pour le travail. Je pense qu'il y a des valeurs communes, on va dire, au départ, qui ont pour faciliter pas mal de choses. Puis ensuite, du fait moi de mon activité qui est un petit peu en marge de pas mal de choses, on est loin de l'avion, on est un peu en dehors de tout, forcément ça crée des liens plus personnels qui ont construit ça en fait chaque jour, jour après jour. Après, c'est difficile à dire parce que nous, on a la chance d'être issus d'un milieu où finalement, ça, c'est notre quotidien, c'est normal. C'est-à-dire on est entouré que de gens exceptionnels. Effectivement, comme dit Julie, on a tous, on a forcément un formatage, hein, puisque pour entrer dans l'armée de l'air, on a forcément soit au moins la motivation commune et puis surtout après toute la batterie de test qui va avec. Donc, en fait, pour nous, c'est notre quotidien de rencontrer des gens, de vivre avec eux, de vivre une passion avec eux, de partager notre quotidien. Des fois, on passe plus de temps entre nous qu'avec nos propres familles. Donc, en fait, tout ça, c'est, on va dire, c'est un écoulement naturel. Et puis, il n'y a jamais de moment où on se dit, ah oui, tiens là, voilà, c'est vraiment dans l'ordre des choses. Et puis, après, c'est la vie hein, qui font que les chemins restent ensemble, ou s'écartent ou autre. Mais pareil, c'est-à-dire que même avec certaines personnes, on peut ne pas se voir pendant des années. Et puis, quand on se recroise, c'est comme si c'était hier. Ça, je pense que c'est un trait commun à énormément de gens du milieu militaire et aéronautique. Alors, quand c'est en plus aéronautique et militaire, c'est 2 fois plus puissant, je pense. Voilà. D'accord. Est-ce que le fait d'entrer dans l'armée, ce que vous avez fait, votre carrière, est-ce que ça a répondu à vos attentes de gamin en fait?
Ah, ça a été même au-delà, je pense. J'allais avoir la même réponse. Ça a été même au-delà, et puis c'est pas terminé. Enfin, voilà, je loupe pas un tir des Starships. Aujourd'hui, on attend qu'une chose, c'est qu'on se repose sur la Lune, puis sur Mars. Enfin, voilà, c'est des choses, ça reste, voilà, on regarde, on entend le bruit de quelque chose qui passe, on va regarder, on va courir à la télé. Voilà, moi j'ai mes 2 petits cours, je cours presque aussi vite qu'eux pour aller voir qui passe au-dessus de la maison, quoi. C'est vraiment du kérosène qui dans les veines, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, moi, j'ai une petite question. Je vais m'adresser d'abord à Judy, puis ensuite à Tao. Préparateur physique, ok. Préparateur mental, ça consiste en quoi pour un pilote? Qu'est-ce que tu apportes? Comment tu travailles? Première question que je vais te poser. Et Tao, ensuite, comment toi tu reçois ça? Et en quoi c'est important pour un pilote d'avoir un préparateur mental? Parce qu'on a vu les images de la patrouille de France où ils travaillent ensemble, ils se préparent, ils ont besoin de créer des automatismes. Mais pour un pilote de combat, et encore plus pour un présentateur de Rafale, comment ça se passe au quotidien? Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que je lui apporte? Je pense que Tao répondra. En fait, il aura sûrement mieux la réponse que moi. C'est une vaste question. Ensuite, comment on a travaillé ensemble? En fait, il faut savoir que dans l'armée de l'air, alors là, ça vient de changer de nom assez récemment. Moi, j'ai quitté il y a 6 ans quand même. Mais les moniteurs de sport dans les années 2000 étaient formés, alors pas tous, mais certains étaient formés, maintenant c'est quasiment tous, étaient formés à ce qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel, qui sont un ensemble de techniques justement pour on va dire pour la préparation mentale, qui servent à préparer avant, à gérer pendant, à récupérer ensuite, après une mission, avec des outils simples, pragmatiques et efficaces. On n'est surtout pas docteur, hein, c'est que de la pédagogie. L'idée des techniques d'optimisation du potentiel, c'est que les gens puissent être autonomes à utiliser ces outils-là. Donc pour apprendre à se préparer, pour apprendre à se gérer sous pression, pour apprendre à récupérer psychophysiologiquement. Donc il y a une approche de formation pour devenir autonome, mais il y a également une approche qui peut paraître peut-être plus facile, un peu de consommation, j'appelais ça comme ça, où on peut coacher des gens en faisant vivre des séances de top, séances de relaxation, séances d'imagerie, etc., etc. Et un petit peu comme un cuisinier, si j'utilise l'image, on va s'adapter à la demande. Donc là, notamment par rapport aux pilotes du RSD, très clairement, c'est un coaching très particulier vu qu'on n'est pas on n'est pas dans la masse. C'est vraiment un suivi sur 2 ans, sur 3 ans. Donc des fois on se voit, des fois on se voit moins pendant la saison des meetings. Et donc c'est un travail c'est un travail à la demande, c'est un travail à la carte. S'il y a de la fatigue, s'il y a un besoin particulier, donc je ne veux pas rentrer plus dans le détail, on va offrir l'outil, on va faire vivre la séance que le pilote va nous demander par rapport à ses besoins, tout simplement. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui. Dites-moi. Oui. Tao, qu'est-ce que tu pourras amener en complément que toi tu as pu vivre? Le complément, c'est que effectivement, comme n'importe quel métier ou comme n'importe quelle spécialité où on exige beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait 100%, on va dire c'est le régime de croisière, hein, et puis on est plus souvent à 150 qu'à 200 et à 200. En fait, c'est paradoxalement des métiers qui sont étroitement liés à la technologie, mais où la part du facteur humain, en fait, elle est juste primordiale. C'est-à-dire que à partir du moment où on est formé, on est entraîné, on s'entraîne tous les jours avec notre machine, avec nos avions, avec nos systèmes, etc. Je vais presque dire entre guillemets, vraiment avec des grosses guillemets, hein, c'est la partie la plus facile, puisque ça marche pas, ça tombe en panne, on a une procédure, on a une checklist, on a tout. Donc ça, à la rigueur, c'est quelque chose sur lequel on est drillé tout le temps. En revanche, le facteur humain, comment on se lève le matin, comment on se couche le soir, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, professionnellement, personnellement, les épreuves qu'on va traverser, etc. Tout ça, il n'y a aucune machine en fait qui peut venir et apporter quelque chose. Et là, le rôle en fait de tous nos préparateurs, de tous nos accompagnateurs, c'est aussi ça. Parce que quand on est dans un escadron, quand on est dans une communauté, on est vraiment en vase clos, je sais que souvent on compare un escadron de chasse à une meute, mais c'est vrai que c'est un peu ça parce que on vit à la vitesse de nos machines. Et le fait d'avoir des gens qui sont à la fois en dehors de ça, mais avec une connaissance de ce milieu-là et une sensibilité de ce milieu-là, ça apporte un équilibre. C'est-à-dire que ça apporte des fois des bulles d'air, ça apporte des bulles d'oxygène où
on peut souffler, on peut se confier, voilà. Donc en fait, c'est pas que préparateur mental, hein. Il fait aussi psy, il fait aussi compagnie de librairie, il fait aussi coach sportif de temps en temps quand même. Voilà, donc c'est vraiment en fait, c'est vraiment un panel complémentaire sur le FH, quoi, sur le facteur humain. Et plus on va travailler ensemble, et plus le travail sera fin. Puisque des fois on arrive à travailler sans se parler, c'est-à-dire que je pense que Julie va pas me contredire, mais il sait très bien qu'il y a des jours on va arriver, il aura prévu sa séance, il aura mis 3 semaines à la préparer, puisqu'il est très méticuleux, et puis en 30 secondes il va dire ouais bon moi je vais pas la faire celle-là, on va improviser une autre parce que ça passera pas. Voilà, donc c'est vraiment un échange humain et ça porte un équilibre par rapport à l'intensité de tout ce qu'on peut avoir en vol, que ça soit en mission opérationnelle ou que ça soit pendant les démonstrations de vol, puisque les sollicitations elles sont permanentes. Est-ce que dans la préparation, parce que c'est quand même une activité militaire, une activité, est-ce qu'il y a une préparation aussi au combat? Parce que il y a une préparation forcément à la guerre. Parce que la préparation, il y a la préparation physique, bien sûr, parce que vous encaissez des jets, il y aura du combat aérien, tout ça. Il y aura une réussite de mission, un objectif, un peu comme les sportifs, tout ça. Mais là, est-ce qu'il y a aussi une préparation un peu à cette activité de guerre, en fait? Il y a, alors, comme je disais un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 plans. Il y a la technique pure, où là, on va se préparer opérationnellement parlant, donc avec tout ce qui pour être opérationnel. Et ensuite, il y a la préparation, on va dire, personnelle pour pouvoir accomplir une mission. Et là, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de règle, puisqu'on n'est absolument pas tous égaux face à la même situation, particulièrement une situation opérationnelle. Et c'est là toute l'importance effectivement du préparateur ou autre, c'est-à-dire qu'il va être capable d'amener le besoin à la personne au bon moment. C'est-à-dire que sur une seule personne, ce qui est vrai le lundi ne sera peut-être pas le mardi ou le mercredi, enfin ça dépend, j'ai bien compris qu'on a du mal avec les jours ici. Mais... Je crois que tu t'es pris un tacle. Je dirais rien, je ne rebondirai même pas sur ce sujet. Donc de personne à personne, ça va aussi changer, etc. Et là, et puis on n'a pas 45 000 préparateurs. Donc il y a aussi pour eux cette capacité à s'adapter à la personne qui est en face. Donc une préparation propre au combat, techniquement, non, mais une préparation à comment aborder ces situations-là et comment aussi supporter ces situations-là, puisqu'il y a aussi la préparation et le retour de vol et de ce qui s'est passé pour pouvoir préparer une question. Etc. Voilà. Non, donc voilà, il y a un accompagnement complet sur ce genre de segment, tout à fait. Ouais, donc du coup j'ai une question pour Judy là. Donc préparateur, donc avant de partir tout ça, mais est-ce que tu as un rôle aussi de réparateur après un vol, une mission physique, parce que je suppose que les mecs devaient pas mal encaisser quand même dans les virages et tout ça. Est-ce que des fois il y a des retours un peu douloureux? Et même, est-ce qu'il y a des retours aussi mentaux, un peu douloureux aussi, dans le sens où... Petit massage. Des petites choses de raté, tout ça. Est-ce que tu interviens aussi après? Alors, je vais pas dire surtout après, mais presque. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'interventions dans le cadre de la récupération psychophysiologique. Donc, autant la récupération mentale que la récupération physique. Parce qu'effectivement, autant pour les pilotes que pour tous les autres militaires qui sont en mission, dès qu'on a un engagement fort, il prend des cases, comme on dit, ça prend des watts. Et si on veut être ops pour repartir au combat, c'est surtout ça en fait. C'est pas le fait de faire une mission, c'est le fait d'avoir besoin d'en faire une et d'enchaîner une autre, etc. Donc des vols ou des missions. Et là, effectivement, il peut y avoir des interventions qui vont permettre de récupérer, on va dire, plus rapidement, autant mentalement que physiquement. Et le cadre de la préparation au combat, vraiment purement, oui, non, là effectivement c'est tellement le travail de chaque militaire de se préparer à son combat, quelle que soit la spécialité, qu'il soit pilote ou pas pilote. Nous effectivement on a des cartes, les moniteurs de sport sont coach en sport de combat. Je vais rechercher le terme exact, ça s'appelle les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, on aime bien les choses un peu barbares. Donc effectivement on a aussi des sports de combat qu'on anime. Mais il y a surtout la préparation individuelle qui est importante. D'accord. Et du coup, moi, je me demandais, parce que j'imagine que tu n'es pas tout seul, il doit y avoir d'autres personnes qui font le même exercice que toi. Vous êtes combien pour combien de personnes? Toi, à ta charge, tu as combien de personnes à accompagner? Dans ma tête, on est combien? Des fois, on est nombreux. J'imagine.
Alors ça va dépendre des bases aériennes, ça va dépendre de la taille de la plateforme. Un service des sports, grosso modo, va être entre 5, 10, 15 personnes pour des bases aériennes où il y a 2000, 2500 personnes, voire 3000. Ah oui, quand même. Donc, vu que je suis assez mauvais en maths, je vais pas vous faire le calcul, mais donc il n'y a pas vraiment de proportionnalité, enfin de rapport. Après, là ce soir, on parle de coaching. Enfin, tout à l'heure, on parlait de coaching dans le cadre du RSD. Donc là, il y avait un pilote pour un coach, mais les armées, l'armée de l'air, comment dire, met en place pour chaque structure, pour chaque bureau, des séances, on va dire, qui sont prévues. Et, ensuite, les gens le font pas, selon leur disponibilité, selon leurs absences, leurs missions, etc. Donc il y a des choses qui sont prévues de manière massive pour tout le monde. Et ensuite, il y a le côté plus individuel, plus en personnalisation d'accompagnement, qui peut être demandé par chacun ou qui peut être proposé par nous. Donc c'est un mix des deux. donc en gros, n'importe qui sur une base aérienne peut dire, bah tiens, moi j'ai envie de faire un peu de sport, je prends un rendez-vous avec un prof de sport et c'est parti. Absolument. D'accord, bah c'est pas mal. Ah oui. Et voilà. Un des avantages d'être militaire, Bah, les amis. Hein. Ouais, je pense que les armées depuis les années 90 ont bien pris en compte le facteur humain justement dans la préparation des combattants. On sait que la technique est hyper importante, que les matériaux, les armes, que ce soit les avions, que ce soit les armes à feu, tout est important, les procédures sont importantes. Mais effectivement, à un moment, ce qui est important, c'est l'être humain qui s'en sert. Donc depuis les années 90, c'est vraiment bien pris en compte dans les armées, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et comment ça s'est vu en fait à l'armée Est-ce que l'amélioration, on va dire, par l'ajout de ce Ils sont tous minces. de préparateur comme ça Body summer. Comment ça s'est vu en fait? Comment ça s'est vu, quoi, le besoin ou... Oui, le besoin en fait qui a été comblé justement, et donc je suppose que c'est pour améliorer un peu la vie des pilotes, tout ça. Et comment ça s'est vu concrètement en fait sur le terrain? Ça s'est vu dans l'enchaînement de certaines missions, où, donc dans les années 90, je parle, donc on revient il y a quelques années en arrière, où malgré les améliorations justement techniques, de procédures, il y avait beaucoup d'améliorations dans beaucoup de domaines, et il y avait malgré tout soit des incidents, soit des problèmes, des problématiques qui étaient remontées. Et donc tout bêtement, à un moment où la question s'est posée, à savoir d'où vient le problème, entre guillemets, quelle est la source du problème. C'est là qu'on s'est aperçu qu'ils ont pris en compte qu'effectivement il y avait peut-être un facteur à prendre en compte, et c'était le facteur humain. Ok. En termes de Donc, fatigue, donc il y a eu moins d'accidents, et il y a eu moins d'incidents. D'accord. complètement moins d'incidents, moins d'arrêts aussi, moins de maladies, moins de blessures, et une capacité. Plus de missions réussies. Pas forcément plus de missions réussies, mais peut-être dans des meilleures conditions, et avec moins de fatigue, avec une capacité à pouvoir en enchaîner d'autres plus rapidement, etc. Et moi j'ai cette question pour Tao. Est-ce que le fait d'avoir un préparateur mental t'a déclenché un petit quelque chose en plus dans ta mission de présentateur du Rafale? Parce que c'est quand même un exercice particulier. Alors que ça soit un exercice particulier, ça c'est clair et net. Et bien sûr que ça apporte quelque chose. Après, encore une fois, ça apporte ce dont on a besoin. Donc ça peut être aussi bien dans la préparation que dans la récupération. Ça peut être aussi ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est cette balance et cet équilibre entre la charge mentale et psychomentale que ça va demander, et cette capacité à prendre aussi une partie de cette charge, faire la soupape de sécurité tout simplement, hein, voilà, parce que il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire la connaissance du milieu, la connaissance de la personne, le suivi régulier, être capable de sentir entre guillemets les moments où il faut appuyer, pas appuyer, juste être là, où on va peut-être avoir besoin de quelque chose, voilà. Donc ça apporte ça. Moi, ça m'a beaucoup apporté, c'est vraiment cette bulle où on sait que on va parler à quelqu'un à qui on peut avoir confiance, on va comprendre le moment avec le contexte. Bon, et puis c'est très très important parce que on a surtout certaines capacités limitées. Donc si on n'a pas à un moment donné cette possibilité d'enlever de la charge, ça craque forcément. Il n'y a pas de surhote. Donc voilà, il faut chacun trouver son exutoire et chacun trouver son équilibre. Donc c'est important. Ouais. D'accord. Ok. Je pense que déjà on vous connaît un petit peu mieux au travers de vos activités, puis du lien un petit peu spécial qui vous relie.
Et maintenant, ce lien, comment est-ce que vous le mettez au service de Fly and Fight? Et est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de ce projet-là et est-ce que vos personnalités et votre parcours amènent justement à ce projet? Alors, du coup, je continue puisque j'ai Voilà. T'as le micro. non, donc ça va, oui, complètement, ça va dans la lignée un petit peu de tout ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire beaucoup de questions, souvent, hein, on a pu faire ce constat, on le fait encore aujourd'hui, l'aéronautique, ça fait énormément rêver, mais ça fait aussi très peur, entre guillemets, dans le sens où c'est difficile. On n'y arrivera pas, ça demande énormément de capacité et dans beaucoup de cas, ça sert à rien que je tente, je préfère continuer à rêver parce que ça sera trop dur pour moi et que j'y arriverai pas. Donc ça, c'est vraiment le point de départ où vraiment on se dit là, c'est quand même quelque chose de très dommage pour des gens qui ont cette passion, puisqu'on a cette passion, et qui ne tenteraient même pas en fait d'y rentrer sous quelque forme que ce soit. Parce que l'aéronautique, c'est pas que être pilote, hein. C'est comme on voit Julie, il y a les mécanos, il y a les ingénieurs, ceux qui fabriquent les avions, il y a les BTO, il y a pléthore de métiers. Je passe les artistes, voilà, les gens qui font bref, il y en a plein. Voilà. Et les fabricants de maquettes. C'est ce que j'allais dire. Qui dessinent le Rafale. Non, voilà, tous les artistes, je veux dire que ce soit des illustrateurs, des peintres, etc. Et tous ces gens-là contribuent à l'aéronautique, puisque c'est comme ça aussi que naissent les passions, les vocations. En revanche, quand on arrive aux portes vraiment de concrétiser, on va dire, son rêve, ou au moins en tout cas d'essayer, la majorité des gens se disent non, ça va être trop dur, je tente même pas. Et c'est ce qu'on essaie, nous, déjà, dans un premier temps, de véhiculer, c'est-à-dire se dire, en fait, il faut tenter. Après, l'échec fait partie un petit peu de la formation, fait partie aussi de ce qui rend les choses, qui donne de la valeur à ce qu'on accomplit. Mais il faut tenter. Voilà, moi je suis pas du tout mathématicien, pas du tout physique, rien. J'ai un bac, alors ça n'existe plus, mais c'était B, ES, voilà, je crois que ça n'existe plus du tout. Voilà, moi je suis plutôt un littéraire. Quand j'étais à l'école, on me disait si t'es nul en maths, t'arriveras jamais à faire pilote, c'est même pas la peine d'essayer, etc., etc. Bon, du coup, voilà, plus de 25 ans de carrière, j'ai piloté le Rafale, tout. Donc non, tout est possible. C'est souvent ce que je dis. Bon, il y a une part de chance. La part de chance, dans tous les métiers, il y a une part de chance. La part de chance, c'est le physique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est à la visite médicale, ça, on n'a pas du tout la main dessus. Donc, ça passe ou ça casse, voilà. Mais à partir du moment où ça s'est passé, j'ai envie de dire, quand on est passionné, quand on a la motivation, on se donnera les moyens. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on peut avoir des faiblesses quelque part ou autre, mais quand on sait où on veut aller et quand on a vraiment cette motivation, on se donnera les moyens. S'il faut travailler 2 fois plus que quelqu'un d'autre, on le fera. Si il faut trouver un autre chemin pour y arriver, on le fera. Si on loupe une sélection, on en tentera une autre. Si on loupe une spécialité, on en tentera une autre. Voilà, il y a toujours un moyen de raccrocher, il y a toujours moyen d'accomplir et puis de faire ce dont on rêve. Et ça, c'est important vraiment de le véhiculer et de le faire, et ça peut prendre plein de formes. Donc à travers Fly and Fight, effectivement, on a pris quelque chose qui aujourd'hui parle à beaucoup de gens, donc la simulation, particulièrement la simulation aérienne, parce que on dit bah oui, ce que vous faites finalement sur un simulateur, si on l'applique dans la vraie vie, c'est pas si éloigné que ça. Donc bien sûr, après, il y a un accompagnement, il y a plein de choses qu'on doit travailler, parce que dire c'est facile, ce serait également sous-estimer la chose, mais ce n'est absolument pas impossible, et c'est absolument pas insurmontable. Voilà, donc c'est vraiment une grosse partie qu'on met en avant à travers ce projet-là, cet accompagnement et cette transmission, puisque en fait, ça regroupe après derrière tout ce qui fait l'aéronautique. En fait, c'est l'essence même du nom qu'on a choisi, Fly and Fight, parce qu'on cherche effectivement à ouvrir les portes de l'aéronautique. Donc le fly est quasiment facile avec nous, avec nos simulateurs. Donc dans quelques temps au Bourget, de nombreuses personnes auront la possibilité de voler sur nos simulateurs. Donc le fly est facile. Par contre, effectivement, derrière, quand on veut poursuivre et faire quel que soit son rêve, il va sûrement y avoir du fight à engager, et c'est exactement les valeurs qu'on cherche à véhiculer en fait dans tout ce qu'on fait. Le fly and fight. Donc rêvez, allez-y. Par contre, il faudra se battre, ça c'est sûr. Et c'est les valeurs qu'on essaie de diffuser, on va dire.
Donc, au-delà de l'avion qu'on pilote, on va dire, dans vos activités, derrière, il y a quand même l'idée de piloter sa vie et de se battre pour son rêve. C'est exactement ça. Ok. Bon, ça va, j'ai suivi, j'ai compris. Je suis pas bon dans les dates, mais là, du coup, j'ai capté à peu près le truc. Alors, C'est des coachs de rêve. Moi, je dis c'est des coachs de rêve parce qu'ils donnent justement la volonté, l'envie de pouvoir poursuivre. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas suivis ou accompagnés dans leur famille et vous donnez la petite lueur, le petit truc en plus qui va les aider à arriver. mais méfie-toi parce que Julie va te faire galoper 12 bornes, tu vas plus dire ça après. J'en fais 6, 12, il ne faut pas trop me pousser non plus. Je vais rien rajouter là, mais C'est exactement ça qui est très important parce que pareil, dans un souci bien évidemment de bienveillance, hein, voilà, moi, je suis parent aussi, nos enfants, on veut le meilleur pour eux, donc souvent on leur dit ah ouais mais non là il a envie d'être pilote, il n'a pas des super bonnes notes à l'école ou il travaille pas, bon, il serait trop déçu de ne pas y arriver. Et en fait, j'ai envie de dire, ben oui, il faut le laisser, il faut laisser les enfants y aller, il faut qu'ils tentent. Alors, il faut les accompagner, c'est-à-dire que il faut les accompagner dans le succès, il faut être aussi capable de les accompagner dans l'échec. C'est le rôle de tout encadrant, de tout accompagnant, mais en tout cas, il ne faut surtout pas parler à sa place et puis surtout imaginer, se projeter à sa place, dire ah ça va être trop dur, on va pas y arriver. Parce qu'effectivement, peut-être qu'à l'école, bon, je vais pas dire que ça l'intéresse pas, mais des fois souvent si, mais là si vraiment il est dans son rêve, il est dans l'accomplissement de son rêve, peut-être qu'il va se donner les moyens et peut-être qu'il va se révéler. Et les premières surprises justement sont zéro, il va dire je l'ai jamais vu travailler comme ça, il y arrive et voilà. Donc il faut les pousser, il faut accompagner, je pense, il faut surtout pas mettre de frein. Alors tu sais qu'il n'y a pas de problème. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues, c'est-à-dire que nous, il y a des jeunes qui passent sur nos simulateurs et qui viennent nous voir derrière, voilà, et effectivement, ça se voit assez rapidement, hein, la petite étoile dans les yeux, le regard un peu particulier, donc là je parle de l'événementiel dans le grand public, et qui parfois viennent nous voir ou nous posent des questions, donc la fameuse question, ah vous êtes pilote, donc moi non, toi oui, et dire, ah ben moi j'aurais bien aimé, mais voilà, je sais que je peux pas, on me l'a dit. Et souvent, donc, on essaie de leur dire aussi, allez vous renseigner aux bons endroits, allez poser peut-être la question aux bonnes personnes. Donc, on espère être ces bonnes personnes pour pouvoir ne serait-ce que réorienter pour qu'ils aient les bonnes informations, parce que la plupart du temps, c'est l'entourage proche, la famille, qui ne savent pas, mais qui savent leur dire non, le fais pas, c'est pas possible. Je suis le premier concerné. Hein. Je pense qu'il y a une part de frustration dans ce projet. Où moi, depuis tout petit, on m'avait dit, donc évidemment, comme plein de gens, je voulais faire soit footballeur, soit pilote de chasse. Et on m'a dit, non, mais pilote de chasse, faut même pas y penser. Et donc, je n'y ai pas pensé. Et c'est dommage. Quand quelques années plus tard, notamment en discutant avec Tao, et il m'explique, il me dit, mais tu sais que tu aurais pu faire cette filière, cette autre filière, il y aurait eu des possibilités même en interne de faire ceci, de faire cela. Ça crée une certaine frustration. Alors quelque part c'est bien, j'ai transformé la frustration en envie de véhiculer des choses aux autres, mais effectivement c'est souvent ça, on essaye de lever les freins que les gens se mettent eux-mêmes en fait. Je crois que c'est Thomas Pesquet qui disait les seuls freins qu'on a c'est ceux qu'on se met soi-même. Oui, bien sûr. Bon, il y a sûrement un autre philosophe qui a dit ça une autre fois, mais je crois que Thomas l'a dit il n'y a pas très longtemps. Ouais, comme disait Tao tout à l'heure, il y a toujours moyen de vivre sa passion de toute manière. Après un échec ou après une visite médicale ratée parce qu'on n'a pas révisé, je rigole, parce qu'une visite médicale c'est vrai que ça passe ou ça casse comme tu dis, mais bon il peut y avoir des échecs ou il peut y avoir comme Judy vient de le dire ou une mauvaise orientation, mais derrière ça il y a quand même toujours moyen de vivre sa passion quoi, partout, comme tu l'as dit, les peintres, faire de la maquette, faire de l'aviation en aéroclub, etc. Il y a toujours moyen de se raccrocher à sa passion, en fait. C'est pour ça qu'on essaie d'ouvrir les portes, comme ça me fly. On essaie vraiment d'ouvrir les portes de l'aéronautique, de démocratiser tout ça, de lever certains freins ou d'inviter les gens à sauter certains freins qui se sont mis tout seuls. Et surtout, derrière, le fameux, on essaie d'accompagner et transmettre. C'est pas juste faire un tour de simulateur et rentrer chez vous. On va essayer de suivre les gens, de leur amener des choses. Et de partager nos expériences, parce que on espère qu'elles sont riches, nos expériences. Nous, je pense qu'on estime tous les deux avoir eu de la chance dans nos vies, d'avoir des expériences de vie comme ça. Et effectivement, tout est possible. Moi, au départ, je suis professeur de sport. J'étais pas vraiment voué à faire autre chose. J'ai quand même eu la chance de faire des vols en rafale. Donc des fois, les chemins sont tordus, sont longs, mais à ce qui paraît, plus ils sont tordus, plus la récompense est belle. Donc voilà, c'est anecdotique, mais voilà, il y avait peut-être une part de rêve inconsciente qui a fini par se réaliser. Donc
Donc tout est possible. C'est vraiment ça qu'on essaie de véhiculer, que tout est possible. Après, Ouais, il faut s'en donner les moyens. C'est vrai que c'est le bon exemple. Là. Comme tu disais, tu as été mal orienté au départ, mais finalement, tu as quand même fait ton tour en rafale, quoi. Ou plusieurs tours même, j'imagine. Exactement. Donc, exactement. Voilà, donc comme disait La vengeance. Pierre-Louis, faut aller au bout, faut tout tenter, faut aller jusqu'au bout, quoi. À ce qui Faut paraît, tout tenter. il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait que lui qui ramasse. C'est ça que j'avais Ouais, voilà. entendu. Moi, j'ai Ok, juste voilà. une petite question, puis je crois que Cynthia avait une question aussi. Vous êtes tous les deux, toi tu disais, Judy, tu es prof de sport, donc il y a cette idée de transmission. Tao, tu disais tout à l'heure, Marty était ton filleau, donc il y a aussi cette idée de transmission. Est-ce qu'il faut être pédagogue pour être chez Fly and Fight? C'est mieux. Voilà. Non, il faut être passionné avant tout, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le terreau qui est le plus commun avec tous les gens qui nous entourent, tous les gens qui rejoignent nos équipes ou qui travaillent avec nous. Je pense que s'il y a un mot qu'on va retenir, c'est la passion. C'est la passion, et cette passion, alors effectivement là on est dans un domaine aéro et on va focus sur l'aéro, mais on s'aperçoit que finalement à travers toutes nos collaborations, les gens qu'on rencontre, etc., ce sont tous des passionnés, mais pas forcément que d'aéro, et on s'aperçoit que même en ayant une forme complètement différente, que ça soit un autre domaine à l'opposé de l'aéronautique, à partir du moment où on est passionné, on retrouve les mêmes valeurs, les mêmes notions d'engagement, cette même volonté de transmission, parce qu'en fait à un moment donné, on sait que la roue tourne et qu'on doit rendre tout ça. Donc ça va, je pense, un peu plus au-delà de la pédagogie en tant que telle. C'est vraiment passion, héritage, transmission. D'accord. Ok. Cynthia? Mais j'allais recouper ce que tu disais en fait. Je disais, c'est des parcours tous les deux complètement différents et qui finalement montrent que d'un point A, on est parti où on vous disait non, vous le ferez pas, et finalement, vous êtes arrivé au bout et en plus vous vous servez de votre frustration pour nourrir et pour aider les autres. Donc il y a quand même un aspect très humain et très important derrière de transmission. Et quand vous faites votre simulateur, vous recevez quelqu'un, comment vous arrivez à détecter, comment vous arrivez, par quel biais, qu'est-ce que vous cherchez chez la personne pour arriver à alimenter cette flamme que vous sentez, que la personne vous dit non, je ne vais pas y arriver. Parce que souvent, il y a des gens, ils vous disent non, non, je ne vais pas y arriver, et puis ils en restent là. Comment vous arrivez à l'alimenter? Quel est le petit mot qui va déclencher ou comment, je ne sais pas, comment vous leur parlez? Qu'est-ce qui va animer tout ça? Comment on leur parle, ça c'est secret. Mais comme on le voit, je pense comme toutes les passions, c'est presque assez facile. Là, on n'a pas de pouvoir magique. Quand quelqu'un est passionné, quand il sort de nos simulateurs, voilà, je prends l'exemple un peu anecdotique des personnes qui sortent avec les yeux qui brillent. On voit dans leurs yeux qu'ils sont plus là, ils sont encore dans le simulateur alors qu'ils sont sortis depuis quelques minutes. Donc ils ont vraiment vécu une expérience. Et puis c'est eux qui vont venir nous en parler. C'est eux qui vont venir nous alimenter quelque part. Ok. Oui, c'est ça. Je pense que nous, on est vraiment que accompagnateurs, hein. On ne crée rien, en fait. C'est déjà présent en chacun de tous. Après, on est juste, on a juste la chance d'avoir fait plus tôt et donc de connaître un peu plus. Et puis, comme nos anciens le faisaient pour nous, en fait, finalement, parce que on a tous eu nos héros, on a tous, voilà, encore une fois, ce que je disais, hein, on regardait tous en l'air, on a eu la chance en plus, en tout cas dans nos générations, de vivre l'épopée aéronautique vraiment et de l'espace, voilà, quand on était jeune. Et aujourd'hui encore, on voit la vitesse à laquelle ça va. Donc finalement, tout ça c'est déjà présent. Donc on est juste accompagnateur, on est juste voilà pour partager en fait des moments auxquels on a pu être exposé ou qu'on a pu vivre, et puis on espère que ça sera la même chose pour les gens à qui on parle. Ah, t'as dit un petit mot là, Théo. Vas-y. Oui, t'as parlé de héros. Vos héros à vous, c'est qui? Il y en a plein. Aux deux, hein, je pose aux deux. Hein, là. Il y en a plein. Vas-y.
Non, j'ai envie de dire, les premiers qui m'ont nourri, c'est effectivement les héros de fiction, dans un premier temps. Ensuite, ça a été les héros forcément historiques, pas forcément liés à l'aéronautique. Voilà, c'est des gens qui véhiculaient aussi certaines valeurs ou autres. Ouais. Donc, non, il y en a plein. Ce serait difficile voilà, de donner des noms comme ça. Voilà. Je sais que j'aime beaucoup. Bon, bien sûr, ça fait très très cliché, mais Je vais dire la même chose. il y a deux livres que j'aime beaucoup relire. Mais voilà, j'aime beaucoup relire Le Petit Prince et Candide, qui sont deux choses complètement différentes. Ah oui. Mais parce que à chaque fois que je les lis, ça dépend à quel moment et ce qu'on a vécu, et on lit pas du tout de la même façon. Donc voilà, donc en fait finalement c'est un peu les héros, c'est les héros du quotidien finalement. C'est tous les gens avec qui on est, tous les gens qui y avancent, et puis quand on rentre à la maison le soir, voilà, ça c'est déjà très bien. Tous ces gens qui rentrent Et toi, Judy? Ouais, je vais avoir presque la même réponse. Il y en a plein, il y en a tellement. Pour en citer plus l'un que l'autre, je vais être très très cliché. C'est là, je croyais que tu allais dire ça en fait. Donc je vais être très très cliché également. Je vais rester sur le côté Top Gun. Ça m'a hypé aussi quand j'avais une dizaine d'années, je crois. Donc comme de nombreux autres. Mais sinon, voilà, c'est à peu près les mêmes idées, les mêmes valeurs que Tao. Voilà, les gens qui nous inspirent quelque part, qui réussissent des choses, qui se bagarrent. Moi, c'est souvent ça. C'est des gens qui se bagarrent pour réussir à obtenir quelque chose, à réussir quelque chose. Parce qu'on voit souvent les gens quand ils sont dans la réussite et ça a l'air facile, surtout en France, on aime bien faire ça, c'est facile. Les pilotes de chasse, c'est facile. Quand on rentre dans les mondes des gens, on s'aperçoit que c'est rarement facile en fait. Enfin, moi, je connais peu de gens pour qui la réussite est arrivée facilement. Et la très grande majeure partie du temps, ben, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup investi sur eux-mêmes, qui se sont donné beaucoup de mal, qui se sont donné les moyens, on revient encore à ça, et effectivement parfois qui ont eu un peu de chance, mais la chance on la provoque, elle n'arrive pas toute seule. Ok. Oui. Donc, voilà. Alors, il y a une question qui arrive, et puis je pense qu'on peut faire la translation aussi sur le Salon du Bourget, parce qu'on en a parlé offline, mais vous allez être sur le Salon du Bourget en cours de ce mois-là. J'ai envie que vous nous expliquiez un petit peu pour quelqu'un qui arrive. Alors, déjà, quel public? Est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes? Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Quelqu'un qui vient sur le stand, comment vous les accueillez? Comment vous les accueillez? Je vais arriver. Et puis, qu'est-ce que vous leur faites faire finalement? C'est quoi qui se cache derrière Fly and Fight? En fait, Fly and Fight, il va y avoir deux grands publics différents. En fait, on va s'adresser à du grand public lors d'événementiels, comme au Salon du Bourget, par exemple. On a un autre type de public qui va être le monde de l'entreprise, le monde professionnel, des clubs sportifs professionnels, des écoles, donc des étudiants et tout ça. On va pas avoir exactement la même approche dans les deux cas. Dans le monde professionnel, on va aller vraiment intervenir pour vraiment avoir en fait, c'est décidé avant. On passe pas par là par hasard. C'est décidé avant. On y va pour transmettre quelque chose, pour essayer peut-être de lever des freins, pour transmettre des outils, pour transmettre des valeurs, pour partager des expériences dans un but précis qui a été déterminé avant. Ensuite, pour le grand public, effectivement, quand on pose des simulateurs sur un stand, ça va être notre présence qui va nous faire accueillir, qui va faire vivre une expérience un peu particulière à tous ceux qui viennent nous voir. Ok. Et comment vous organisez alors? Donc, vous avez combien de simulateurs sur un stand quand vous... Alors là, au Salon du Bourget, pour cette année, on a grossi par rapport à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était avec 8 simulateurs. oui. Donc là, dans 12 jours, on sera avec 13 simulateurs. Ah, carrément une escadrille, quoi. Pareil. Exactement. Avec une intention, donc sur uniquement les 3 jours publics, de faire passer près de 1500 personnes sur les simulateurs. D'accord. Donc un grand stand de 260 mètres carrés, avec beaucoup de gens justement pour l'accueil, pour la prise en charge du public qui va être avec nous. Des écrans de partage, des écrans vidéo pour donner des informations, et surtout de la présence humaine, de la présence de pilotes, d'anciens pilotes ou de pilotes qui sont encore en fonction, en activité, afin justement de pouvoir échanger, de pouvoir créer du lien avec tout type de personnes, j'ai envie de dire. Et en termes d'âge, on a innové un peu cette année, parce que nous, nos simulateurs, on fait tout pour que ça soit immersif, pour vraiment rendre une expérience unique. Donc c'est des simulateurs avec réalité virtuelle. Ouais. Mais cette année, on a également donné la possibilité sur nos simulateurs d'avoir des écrans. Donc même quelqu'un qui serait soit trop petit, parce qu'il y a des âges par rapport à la réalité virtuelle, ou qui serait mal à l'aise au niveau de la santé par rapport à la réalité virtuelle encore, eh ben, il y aura malgré tout la possibilité de pouvoir faire des vols avec nous
vraiment dans cette optique d'ouvrir les portes de l'aéronautique à tout le monde, vraiment. Ouais, c'est monstrueux, dit Philémon. Très, très simu, donc on imagine qu'il y a toute l'infrastructure derrière avec les serveurs, enfin toute la partie technique. C'est vous qui gérez ça? Vous avez aussi des personnes qui s'occupent de cette partie technique? On a des gens dans nos équipes effectivement qui s'occupent de la technique parce que c'est effectivement primordial. Hein, ça marche pas en pédalant les simulateurs. Donc il y a quelques ordinateurs sur le stand. Il y a effectivement des serveurs. C'est un serveur pour 4 simulateurs. Sur le stand, pour vous donner une idée, il y aura une trentaine d'écrans cette année. Autant pour de la communication, pour donner des informations aux gens, pour les briefer. Pour leur faire vraiment vivre une expérience vraiment unique avec Fly & Fight. Donc en gros, on imagine, il y a une bande de 8-10 potes qui arrivent, ils visitent le salon, ils arrivent chez vous, il y en a 5 qui partent chez l'un, 5 chez l'autre, Tao les brief, et puis du coup, ils combattent. C'est un peu ça? Ou je suis cliché? On n'aura pas que ce format-là parce que alors il y aura effectivement une compétition de e-sport pendant ces 2 jours publics, voilà, mais sauf que c'est déjà préparé à l'avance puisque là ça demande un peu plus de préparation, d'organisation. Ce sont des escadrilles assez connues dans le milieu de DCS ou autre, donc ils sont en train, je pense, de forbir leurs armes et de se préparer. Donc là on a des scénarios qu'on a créés nous, des épreuves qu'on a créées nous en fait justement pour pouvoir présenter divers affrontements et surtout aussi pour pouvoir apporter cette dimension un petit peu de compréhension parce que effectivement quand on est néophyte et qu'on regarde finalement un combat aérien, surtout les combats à distance, hein, les fameux combats BVR au-delà du rush visuel, il y a quand même une certaine culture à avoir parce que sinon on va rien voir, ça se passe de très loin, ça bouge mais on voit pas grand chose. Donc là on a créé des épreuves où visuellement on va voir un petit peu ce qui se passe, on aura la retransmission sur le stand mais également sur Twitch en direct puisqu'on a une équipe qui sera là pour streamer et pour retransmettre sur Twitch, commenter en live, donc justement toujours dans ce but d'acculturation pour les non-connaisseurs, hein. Après les connaisseurs je pense qu'ils apprécieront et ils pourront ouvrir les paris pour qui gagnera ou pas. Voilà. Donc cette partie compétition e-sport, puisque ça c'est un autre segment qu'on aimerait bien aussi développer et poursuivre dans les mois et les années qui viennent, faire grossir cette communauté e-sport, parce que c'est également un vecteur de transmission. Et là on rentre sur un vecteur encore plus précis, puisque dans la préparation du e-sport, on va retrouver certaines caractéristiques de préparation de vol, de la préparation de la rigueur aéronautique, etc., etc. Donc là, voilà, là, on essaie de pousser en avant cette phase-là. Sur la phase plutôt grand public, c'est-à-dire des gens qui vont venir comme ça sans rien demander, en fait, là, ça sera plus de la présentation de vol, donc dans un avion de chasse, où on a aussi des options sur du P51, on aime bien aussi, hein, comme quoi on n'est pas... Nico. Voilà, et puis donc là non, c'est plus un petit vol d'accouplement. Après, en fonction des créneaux ou notre capacité, on essaiera de s'adapter, mais pour l'instant c'est pas ce qui est prévu pour vraiment dans les journées où il va y avoir énormément de monde, puisque cette édition s'annonce assez complète, hein. Je crois qu'ils sont full, donc il risque d'y avoir beaucoup de monde, mais également, alors sur le stand il n'y aura pas que les simulateurs, on aura plein d'autres ateliers liés à l'aéronautique, on aura des maquettistes qui viendront et qui seront pour également j'ai vu des photos sur le... Non mais faut pas lui dire ça parce qu'il va passer ses 3 jours chez vous. Ah mais là c'est sûr. Voilà, ils viennent avec leur matos, ils se mettent sur le stand, et pareil pour pouvoir échanger et faire ce genre de choses. On a des artistes qui viennent également, que ce soit des photographes, des écrivains, des peintres, enfin en tout cas il y aura des œuvres qui seront aussi exposées et autres. Voilà, encore une fois, toujours dans ce but, c'est la communauté de l'aéro, dire voilà, qu'importe le chemin que vous allez emprunter, si vous êtes passionné, vous y trouverez votre compte. Vous y trouverez votre compte. Voilà. Multidisciplinaire.
Voilà, et le but c'est qu'on a besoin, venez, parce qu'en fait, il faut continuer et plus on sera nombreux, plus on aura cette capacité de transmettre, parce que on peut rien faire tout seul. Hein. Nous, on a une grosse équipe derrière nous pour le stand et autres qui travaillent déjà depuis longtemps en coulisses, qui vont beaucoup travailler pendant ces jours-là. Mais plus, j'ai envie de dire, plus on sera de fous et plus on rira, ça c'est clair. Mais voilà, on a besoin d'étoffer et tout ça parce que les échanges peuvent, chacun a son expérience et chacun amènera sa petite pierre à l'édifice. Et je pense que c'est le plus important. Donc vous êtes nombreux dans l'équipe, sont des bénévoles, sont des gens qui interviennent. Comment ça se passe? Comment vous organisez, vous coachez quelque part toute l'équipe sur un salon comme celui du Bourget? Tous les modèles. C'est gros quand même. Ah ouais. J'ai envie de dire, voilà, c'est aussi on va dire un petit peu la difficulté de la préparation, enfin la difficulté, on va dire, l'architecture de la préparation, c'est un peu tous les modèles. Donc là, effectivement, on a des gens qui sont directement au cœur de l'équipe, on a des gens qui sont partenaires, on a des gens qui sont associés, on a des gens qui sont bénévoles, on a des gens qui... Enfin, là, on a vraiment tout, voilà. On a même des étudiants sous convention avec une école. On a une convention avec une école qui va venir nous accompagner pour l'encadrement, justement. Donc, ça offre une expérience pour les jeunes. Voilà, ça offre une expérience pour les jeunes. C'est déjà pas mal. Des partenariats avec l'armée de l'air, notamment, des groupes industriels comme Dassault, évidemment. Voilà, donc voilà, ça prend vraiment toutes les formes parce qu'on ne sera jamais assez nombreux pour pouvoir faire tout ça. Et vous allez être situé où justement? On sera dans le hall 1, le stand numéro H278. Ah, si on peut, donc hall 1, H278, si on peut l'épingler dans le chat, la modération, ça serait bien. Mais avec plaisir. Et on vous reconnaît, vous serez en combinaison de vol et tout comment on va vous reconnaître? Ça sera comme ça. Avec les polos classiques. Ah. Ok. Voilà. Non, normalement, non, bon, je pense que les traits simulateurs, ça doit se voir de loin, donc non, vous pouvez difficilement nous louper. Oui, j'imagine. C'est quand même une grosse logistique. Hein. Oui. En plus, le stand sera animé. On aura une Niji qui sera là et qui est aussi une passionnée et tout. Donc, elle était déjà là il y a 2 ans. Elle a réussi pour nous accompagner. Donc voilà. Donc non seulement il y a de la grosse logistique, mais en plus il y aura de l'ambiance et en plus ça sera super. Donc il faut venir. D'accord. Hall 1, stand H278. Voilà. Vous, si on vous peut avez c'est un peu anglais, donc c'est bien. Quand il y a du combat aérien, vous avez un retour pour les spectateurs qui regardent 3D, je veux dire vue extérieure, un peu qu'on voit quand ils débrident dans Top Gun, là, où on voit les avions. Oui, alors, tout à fait. Sur les simulateurs sur lesquels ont lieu la compétition, ils sont disposés d'une manière qu'on espère intelligente, qui permet au public justement de suivre un spectacle, entre guillemets, où on voit le pilote, on va voir ses actions directes. Il y a des écrans qu'on appelle des écrans de recopie qui sont derrière lui, donc qui sont face au public, qui permettent de voir ce qui se passe dans le cockpit. Et en plus, un écran géant sur lequel est retransmis un stream, en fait, en direct. Écran géant sur lequel est incrustée justement une partie tactique, technique, et qui est en parallèle commentée. Justement pour que le public puisse en prendre plein les yeux et apprendre plein de choses et vivre un moment juste unique normalement. Ah oui, et donc ça crie comme à Roland Garros ou... Non. Ouais. C'est du vrai e-sport en fait. Oui, clairement. Ah, mais c'est une vraie sport, compétition. Il y a quand même un côté ludique quand même dans le combat aérien, non? Un côté ça peut un peu comme dans la cour de récréation, hein, un peu quand on joue au loup, tout ça, non? Il y a un petit côté. C'est vrai qu'il peut y avoir un côté qui peut paraître barbare dans le combat aérien, parce que si le but du jeu c'est de tirer sur quelqu'un, ça peut paraître violent. En même temps, je crois que maintenant, à notre époque, il y a beaucoup de jeux où le but du jeu c'est de tirer sur quelqu'un. Donc c'est vrai que dans le monde aéronautique, c'est un peu particulier de se dire on va prendre plaisir à abattre un avion. Mais je pense que les gens sont dans un autre mindset, et c'est vrai que c'est le côté effectivement du jeu du loup, et de savoir qui sera le meilleur quelque part. Est-ce que On vous est moins dans avez... l'incidence directe de l'aéronautique de voir un avion qui tombe. C'est pas. Ouais. Oui, après. On n'est pas on sait d'où ça vient, quoi. Donc du coup, effectivement, il y a toujours le petit côté dramatique, on va dire. Ça reste dans le jeu, voilà. Là, ça reste dans le jeu. C'est un peu comme l'escrime, en fait. L'escrime, c'est quand même à l'origine.
comme l'activité l'escrime, de combat avec. c'est comme les sports de combat, c'est comme Voilà. les arts martiaux, c'est comme voilà tous ces genres de choses effectivement. Mais parce que c'est là aussi où l'accompagnement il est important, c'est-à-dire que au-delà de ce côté, on va dire guerrier, j'allais dire martial parce que bon, c'est le parallèle souvent que je fais. Ça j'y peux rien. C'est-à-dire que à quoi ça sert et pourquoi on l'utilise. Et c'est qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Et c'est là où justement nous, cette volonté de transmettre ou autre, c'est de dire oui, effectivement, on va utiliser pour jouer entre guillemets une arme, mais le fait de bien l'utiliser, souvent le but c'est de pas l'utiliser. Pareil, ça fait très cliché, mais en fait le but pour nous c'est de, par le métier des armes, maîtriser les armes et surtout savoir pourquoi, à quoi ça sert, et donc s'en servir le moins possible. Souvent, hein, on voit les combattants, ceux qui vont sur un ring ou ceux qui vont sur un terrain ou pour s'en mettre, on va dire, plein les uns sur les autres. En dehors de cet espace-là, ce sont jamais les plus bagarreurs et ce sont jamais les plus longs, les plus offensifs, parce que il y a un cadre, il y a des règles, il y a des codes, il y a des valeurs, et en fait, on retrouve la même chose. Voilà. Il y a différents niveaux, parce que je suppose que quand il y a du combat aérien, il faut quand même connaître les systèmes d'armes. On a fait Oui, différents c'est types de nous, quoi, de compétitions. la Les années passées, on avait ouvert des compétitions, on va dire, à des niveaux débutants et des niveaux élites, des niveaux de connaisseurs, de gens expérimentés. Là, cette année, on a orienté très clairement sur les expérimentés, justement pour offrir un meilleur spectacle. Et puis en termes de ressources, ça demande de la ressource d'organiser tout ça. Donc on n'avait pas forcément la ressource pour organiser là une compétition pour les débutants, mais c'est dans les tiroirs. Donc sans rien spoiler, théoriquement, avant la fin de l'année 2025, on sera à l'origine d'une organisation, d'une compétition pour les débutants. Et donc il y a des c'est chaînes sur quel Twitch simulateur pour pouvoir s'entraîner? Sur DCS. DCS. Ah, Nico va D'accord. télécharger le truc. Il y a des chaînes Twitch, sans Mettez une spoiler bécane forcément d'abord. des noms, qu'on connaît, parce qu'il y a pas mal de chaînes Twitch qui font du combat aérien sur DCS. Pour la chaîne Twitch qui retransmettra, oui, bien sûr, je pense que vous le connaissez, hein, c'est Zank qui nous accompagne. Ah, d'accord. Il est peut-être là ce soir, non? Il est là ce soir, je crois, d'ailleurs, il suit. Non. Il est là, Zank. On salue l'aéroclub de l'Hérault, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est lui notre streamer, c'est lui le commentateur des compétitions sur le Bourget. Impeccable. D'accord. Très bien. Ben voilà. Ok. Donc, et on pense aussi à nos amis de l'Obibs qui étaient assez impatients de voir cette émission. Moi, je me demandais si vous aviez beaucoup de e-sportifs qui viennent pour s'entraîner sur vos simulateurs, parce que je ne sais pas trop s'il existe vraiment un milieu professionnel pour ça, ou comme vous parlez de compétition, je ne m'y connais pas trop, mais je me demandais si vous avez beaucoup de sportifs, de e-sportifs qui viennent s'entraîner, justement faire des séances disant je veux me perfectionner, je veux être de plus en plus performant, être le meilleur. Alors, pas encore. Ah bah, on a la même réponse. On s'entend bien. Donc, pas encore. oui, c'est un des objectifs, oui. D'accord. Ok. Très bien. Ça avance vite parce que je vois qu'il est déjà 57. Je vous propose de tourner rapidement la dernière séquence de l'émission de ce soir avec vos questions. Je vous rappelle dans le chat que vous pouvez poser vos questions. J'en ai mis déjà d'autres côtés là pour la dernière séquence. Voilà, la séquence pour vos questions. Remise de gaz, c'est tout de suite. C'est compliqué ce soir. Ouais. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Allez, on démarre rapidement les premières questions qui concernent l'assaut. C'est Joe 448 qui pose ces deux questions. La première, c'est dans quelle région est situé Fly and Flight? Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est que sur des événements? Est-ce que vous avez un point fixe où on peut venir vous voir? Comment est-ce que c'est organisé? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est nomade. On n'a pas encore de point fixe ou de showroom, ce genre de choses. Donc, en fait, on s'adapte à la demande. Donc, on bouge là où on a besoin de nous. Donc, on peut vous commander quelque part, j'ai envie de dire, une prestation de ci ou de ça.
Pour un anniversaire, pour faire plaisir à un enfant, on peut vous demander. Ça va de coûter venir. cher, je pense. Ouais, mais Un gros ouais. Un gros anniversaire. si c'est les 18 ans, Si c'est c'est pas tous les Snoop jours. Dogg, 18 ans. ouais, pourquoi pas. Non. Après, voilà, effectivement, c'est essentiellement, pour l'instant, comme disait Julie tout à l'heure, c'est les deux segments entre vraiment le monde de l'entreprise sportif ou école et la partie événementielle, gros événementiel, le salon du Bourget, ce genre de choses, voilà, ou des meetings aériens. Souvent, on essaie d'adosser en fait la partie événementielle sur une partie aéronautique réelle, justement pour faire cette passerelle. Donc, on s'adosse sur un meeting aérien ou sur une démonstration, enfin voilà, ce genre une JPO, ce genre de choses, de manière à pouvoir dire bon, il y a des simus, mais regardez, c'est pareil à côté en fait. Voilà, et créer des fenêtres d'échange, favoriser ces moments, un peu ce que vous faites aussi aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, ça peut prendre n'importe quelle forme et toute aide est la bienvenue parce que au plus on aura d'espace d'échange sans barrière entre guillemets. Quand je dis barrière, c'est que ça soit des fonctions, que ça soit des milieux ou des milieux géographiques ou des milieux sociaux. C'est un premier frein. Donc au plus on aura d'espace ouvert, mieux ce sera. Voilà. D'accord. Ok. Cette autre question, toujours pareil, de Jay, je l'affiche, qui justement réagit à toute la discussion et qui demande si c'est principalement du combat aérien ou si vous allez aussi proposer quelque part de l'apprentissage du pilotage, c'est-à-dire décoller, faire de la croisière, atterrir, les rudiments. Il y a 2 ans, on avait fait notre première classe justement de formation. Alors cette année, ça sera des épreuves construites pour l'élite, donc ça sera du combat aérien essentiellement ou des courses aussi type Cannonball pour ceux qui savent ce que c'est. Mais c'est un peu pour ceux qui savent pas, on va faire le parallèle avec on va faire un petit circuit de Mario Kart avec les petits pots de bananes et les coquilles. Voilà, on voit bien. Ah ouais. Mais en avion de chasse, voilà. Mais effectivement, il y a 2 ans, on avait ouvert une première classe et je pense que ça reviendra probablement dans les années qui suivent avec notre ami Le Bibs, justement, qui était instructeur. Donc là où on a volontairement pris des gens qui ne connaissaient pas du tout des CS ou très peu et venez et on va vous apprendre à mettre en route un Mirage 1000, à rouler un Mirage 1000, à faire décoller un Mirage 1000. On n'a pas été jusqu'au opposé encore, parce que là, ça demande encore un peu plus d'heures. Mais voilà, donc ça c'est aussi une branche derrière qui on espère, pourra se développer. Mais voilà, oui, c'est dans le plan. J'ai une petite question vite fait là, pour Théo. Du coup, comme tu as fait les deux, du vrai et du faux avec le simu, est-ce qu'il y a des réelles similitudes ? Alors, on fait tout en faisant du réel, on a énormément d'heures au simu, hein, donc quand on est opérationnel, on passe énormément d'heures au simulateur, hein, puisqu'on a aussi dans chaque escadron, on a des simulateurs pour pouvoir s'entraîner. Il y a énormément de similitudes. Bien sûr, je rentre pas dans le côté physique, contrainte physique, tout ce qui est le facteur de charge, l'environnement extérieur, on va dire purement aérologique, voilà. En revanche, aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a, avec la technologie qu'on a, je pense qu'on arrive à un niveau d'entraînement, ou en tout cas à un niveau de capacitaire d'entraînement qui est très très proche de la réalité. On distingue bien 2 types de simulateurs. On va distinguer vraiment le simulateur pour la gestion de l'avion, c'est-à-dire que quand on commence, la gestion d'une panne, comment on gère un monomoteur, où là on a un simulateur, souvent c'est soit des simulateurs sur vérin, ou soit les simulateurs sur des boules à 360, ou là qui sont très 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 proches de l'avion, souvent d'ailleurs la moitié du système, on pourrait prendre des boîtes et les mettre dans l'avion, ça fonctionnerait, parce qu'on a besoin d'un rendu très 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 fidèle pour une gestion de panne, voilà. Et ensuite on a ce qu'on appelle le plus aujourd'hui, ce vers quoi on tend, c'est-à-dire la SMR, la simulation de masse, vraiment, où là on a besoin d'avoir de la quantité, d'avoir un niveau de fidélité assez élevé bien sûr, mais un niveau de fidélité du système.
comment mettre en œuvre son armement, et surtout derrière pouvoir créer des missions où on va s'inscrire vraiment avec 40, 50, 60 Open, 60 assets en même temps, etc. Et aujourd'hui, la technologie et le monde de la simulation nous offrent cette capacité-là. Je pense que les Américains, ça fait déjà quelques années dans les escadrons qui utilisent la simulation de vol grand public, entre guillemets, avec des performances militaires, purement militaires. L'armée de la française l'utilise également déjà. Donc non, c'est ce qu'on propose aujourd'hui en vol est très proche de ce qui se fera dans la réalité, hormis l'aérodynamique bien sûr de l'avion. Ok, Joe 448 vous remercie pour les réponses, félicitations pour ce que vous faites. Il dit, moi j'ai une petite question aussi, c'est est-ce que on retrouve le Rafale dans toute la flotte que vous proposez? Parce que peut-être il y a des gens qui vont dire, dis donc, Tao, remonte dedans et fais-nous ce que tu faisais à l'époque. J'ai envie de dire wait and see dans ce. Ah, ça c'est du spoil. Je le vois venir. Si vous voulez savoir, il faut aller au Bourget. C'est ça, c'est ça. C'est assez difficile parce que là on rentre sur des choses qui sont pareilles, qui ont tellement d'entrées multiples, etc. Donc on s'avance pas du tout là-dessus parce que ça, en quelque part, il y a beaucoup de choses qui dépendent absolument pas de nous et qui nous échappent, et donc on veut surtout pas s'avancer sur ces sujets-là. Mais j'ai envie de dire encore une fois, puisque c'est quand même notre credo, que tout est possible. Donc si on y croit et qu'on avance et qu'on s'en donne les moyens, peut-être qu'un jour on y arrivera. Oui. D'ailleurs, il existe une patrouille de France virtuelle. Oui, il faut des vols en France. C'est ça. Tout à fait. Cette petite question qui est un petit peu technique de Steve009 qui demande quelle est la Vmax prise en Rafale. Ça va dépendre de la configuration de l'avion, mais c'est un avion un Mach en dessous de Mach 2, entre Mach 1,6. Voilà. Voilà, Steve, tu as ta réponse. Écoutez les amis. Oui. Attends, j'ai des questions encore, Parce que bien sûr, il allait à Mach 2, mais le Rafale non. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller, en tout cas dans le concept d'utilisation de l'armement aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un intercepteur qui a Mach 2, puisqu'en fait, c'est l'armement qui, lui, va faire le travail. Voilà. Donc finalement, on préfère avoir un avion qui a un panel. Parce que tout le monde demande quelle est la vitesse max, parce qu'effectivement ça parle, voilà, tout le monde. Mais en fait, pour un chasseur, ce qui est aussi important, c'est bien la vitesse max, mais c'est aussi sa vitesse minimum de vol, puisqu'un chasseur vole à peu près comme un fer à repasser. Donc ce qui fait voler un chasseur, c'est la vitesse. Et le gros défaut des avions de chasse, c'est de ne pas pouvoir voler à basse vitesse. Or, le Rafale, lui, grâce à son aérodynamisme, grâce aux excellents ingénieurs de Dassault, en fait, a une vitesse mini qui lui permet de faire et de l'appontage et de l'accompagnement d'avions civils à très basse vitesse, tout en étant très safe. Donc ça, c'est aussi une énorme qualité de l'avion. Voilà, pour les petits points techniques. Nico, vas-y. Est-ce que dans DCS, ou est-ce que vous allez plus tard faire différentes catégories? Je veux dire, enfin, j'ai dit catégories, mais différentes périodes. Parce que tu parlais d'AP51 tout à l'heure sur le DCS. Est-ce que vous allez faire des compétitions? Donc, avions modernes, avions Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale ou Guerre de Corée? Est-ce qu'il y aura... Tout est envisageable. Envisageable. Ah, ouais. Il y a 2 ans, on avait des épreuves de race. Donc on faisait en fait des courses, un mélange entre les courses de Renault, les courses de pylônes en fait, en P51. Donc on faisait des départs à 4, 6 P51 sur un circuit qu'on avait créé. Et en fait là c'est une course pure et dure comme de la F1 mais en P51. Voilà. Donc oui, tout est possible. Il y a des catégories qui sont créées en fonction de notre falloir mettre un. Le ciel n'a pas de limite, la simulation de vol non plus, j'ai envie de dire. Donc, faudra installer un spot 13 et puis un spot 7 et puis un triplan. Voilà. Alors, dernière question de ma part. Alors, on a parlé au début. Qu'est-ce qu'il y a sur comme on dit chez nous, le workbench à l'atelier? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment à l'atelier? Maquette. Moi j'ai un Mirage 4. J'ai un Mirage 4, mais il est sur le workbench depuis un très long moment.
Ah, non, moi, j'ai honte, j'en ai trop, j'en ai tellement, et j'arrive pas à les finir. En fait, c'est non. Alors moi, je reste très Warbirds, donc c'est du Speed, du Corsair, du B-17. Voilà, j'ai un B-17 qui est en attente depuis 10 ans, je crois maintenant. Un modèle ça va encore. voilà, qui explique. Alors moi, j'aime beaucoup le 48e, hein, donc aujourd'hui, je reste dans le 48e. Et c'était le modèle où il était vitré, il avait la moitié du fuselage vitré, un modèle de Chariot qui était voilà. Ah oui. On peut voir l'intérieur, donc puisque c'était mes plus grosses frustrations au moment où on ferme et qu'on voit plus rien dedans. Voilà, donc ça, oui, j'ai vu que celui-là, il est sous la table, là, il attend. Moi, je vois bien des choses de Nico à la rentrée qui lance la zone aéromaquette. On pourrait faire des lives sur des maquettes et de l'aéromodélisme avec les petits tips là. Puis là, Et- déjà, il a ses 2 premiers invités pour Ouais, parler ouais. à Avion Maquette, là. Nico en coach. Ah Ouais, là, marrant. voilà, les gens qui seront avec nous, nos partenaires qui sont avec nous là, justement pour la démonstration de maquette, je pense qu'ils sont assez connus dans le milieu et je pense que ça sera typiquement quelque chose qui pourrait beaucoup les intéresser. Et ben voilà. Tu vois, Nico, il va falloir bosser pour la rentrée. Ouais. Je vais changer d'atelier alors. Ouais. Cette petite question aussi, puis je pense qu'après on parlera du programme. On vous demande, peut-être à l'un comme l'autre, que pensez-vous du SCAF, donc le futur chasseur drone qui est en prévision, le futur de l'aviation pour l'armée de l'air et de l'espace, de la technologie aussi, de la place du pilote. On parle beaucoup d'IA. Quel est votre avis là-dessus? Je vais laisser un regard extérieur d'abord en parler, comme ça Julie, tu peux donner ton avis voilà, Ah ouais. de technicien pur, mais en étant connecté au truc, puis après oui, je répondrai. Alors, une fois de plus, on se connaît bien, parce que j'allais te dire la même chose, je vais laisser la parole à un spécialiste, donc on va pas s'envoyer la patate chaude trop longtemps. Votre symbiose est fascinante. On la travaille tous les jours. Hein. Moi, je vais pas vraiment avoir d'avis. Justement, c'est des projets, c'est de la projection qui peut prendre différents chemins, différentes routes. Après, effectivement, l'IA, on sait qu'elle prend de plus en plus de place dans l'aéronautique comme partout. J'ai du mal, moi, à voir jusqu'où ça peut aller. La place du pilote, je me dis qu'on ne pourra pas enlever l'humain de toute décision importante. On parle d'armes, on parle de choses comme ça. C'est des armes, hein, les avions de chasse. Est-ce qu'on laissera l'IA décider pour nous de certaines choses, d'analyser les situations? À mes yeux, à moi, de néophyte, la place du pilote, elle est encore là pour quelques temps. Ouais. Oui, effectivement, je rebondirai là-dessus. Je pense que, alors, forcément, je vais avoir un avis subjectif, hein, bien évidemment, mais non, je pense qu'en toute objectivité, la place du pilote, elle sera toujours présente. Alors après, sur quel segment, à quel niveau, sous quel emploi, le champ des possibles aujourd'hui est complètement ouvert. Quand on voit les nouvelles technologies comme elles arrivent, effectivement, on reparle de l'IA qui est au cœur de toutes les discussions en ce moment, mais on n'enlèvera pas ce côté humain, et même l'IA en elle-même aura à un moment donné ce côté humain, parce que pour aller au-delà de certaines choses, pour aller au-delà de certaines connaissances et les appliquer, il faudra forcément du jugement, d'initiative, du sens et des valeurs. Et en fait, tout ça, l'IA aujourd'hui ne les a pas, mais qui dit que demain elle les aura, et comment est-ce qu'elle va les avoir? Et à part qu'un humain lui apprenne, ou en tout cas en côtoyant des humains, elle apprendra et elle pourra faire ses propres choix peut-être demain. Pourquoi pas? Enfin, tout est possible. Le saut techno est tellement important. Donc voilà. Donc finalement, le SCAF aujourd'hui, c'est à la fois une ligne qui est écrite par les industriels et par les politiques. Hein, donc ça, après, on peut en discuter et chacun peut avoir son avis dessus. Mais surtout, la difficulté, c'est que le champ, il reste ouvert. Parce que ce qui est encore une fois vrai cette année ne le sera pas à la fin de l'année, etc. Voilà. Mais c'est sûr que le pilote gardera une place dedans, c'est sûr. À quand l'IA qui se battra contre des pilotes en simulation
Dans Fireflight. Ah. Ça serait Ouais. Alors, dans projet dans 2.0, Dans 3.0. Dans le Firefly, je sais pas, mais venez au Bourget, je pense Voilà. que vous allez voir certaines choses. Voilà. Ah, Ben voilà, c'est ça. un petit teaser là. Tu vois, non mais à chaque fois il y a un petit spoil là, ils vont tous vouloir y aller. C'est sûr. Allez, juste avant de vous retrouver pour le mot de la fin, on va très rapidement faire un petit point sur le programme comme d'habitude. On va parler déjà des émissions à venir avec vendredi prochain, le 13 juin. Donc c'est pas ce vendredi-là, c'est celui de la semaine prochaine. Exact. Rendez-vous à 19h30. Nico, tu devrais être là, je pense. C'est ça? Quand ça, tu dis Vendredi, alors pas ce vendredi-là, le vendredi d'après, 19h30. Peut-être, ouais, parce que je serai dans le nord, donc il y aura peut-être des oiseaux derrière. Ah, d'accord. Ah, mais tu seras pas en, Tu vois ce que je veux en dire. studio. Ok. D'accord. Ah oui, non, Ok. je pars dans le nord là. Ok. Donc, vendredi, bah alors je recevrai. Donc, c'est voilà, vendredi 13 juin à 19h30, on parlera classe médicale aéro avec le docteur Hervé Soladjes qui viendra nous voir en plateau. On parlera de classe médicale aéronautique, classe 1, classe 2. On va dire pas les pièges qui sont tendus, mais à quoi il faut faire attention avant de passer sa visite, avant de faire sa prorogation. Et puis en plus, il est médecin du sommeil. Donc, si vous avez des questions à poser, on pourra vous parler un petit peu de tout ça avec le docteur Soladjes qui sera avec nous en direct. On continue avec cette fois-ci le 16 juin, vous reconnaissez Natacha, qui est en live avec l'équipe des chroniqueurs de la zone aéro. C'est Push to Talk qu'on vous annoncera le sujet très prochainement, notamment sur le Discord de la zone aéro. Vous aurez le lien dans le chat. Ensuite, rendez-vous le 18 juin à 20h30. On ira du côté de Liège puisque c'est Fabien qu'on rencontrera. Il est shift leader, en gros c'est lui qui s'occupe du chargement des avions cargo. C'est aussi un métier et on partagera son quotidien. On verra comment est-ce que le cargo est géré à Liège et aussi ailleurs, le Flexport. Ça sera donc une nouvelle facette, un nouveau métier à travers la personnalité de Fabien qu'on rencontrera. Ensuite, on débarque avec une chaîne YouTube que vous connaissez sûrement. C'est une chaîne YouTube consacrée à l'hélicoptère. C'est Corentin Larose, la chaîne Low Fuel. Ils sont assez connus sur la toile et on discutera des origines, des fondements de la chaîne et de la philosophie qu'il y a derrière les différentes émissions, les différentes vidéos de Corentin. C'est le 23 juin à 20h30. Ensuite, on refera la partie 2 avec notre ami Dylan. Ça se passera ici, au bar, avec des cartes, avec tout plein d'outils. On parlera du suivi de la navigation VFR. On avait parlé de la préparation. Et là, Dylan revient et il nous parlera, justement, il est instructeur, hein, il nous parlera du suivi et des meilleurs conseils pour suivre une navigation VFR pour celles et ceux qui volent en VFR. Exactement. Et puis on terminera avec la dernière du mois, c'est le 30 juin 20h30, Push to Talk. On reconnaît Tanguy la Verdure, pardon, qui sont en train, pareil, de regarder la zone aéro. Magnifique. Magnifique. Donc c'est le 30 juin 20h30 avec toute l'équipe des chroniqueurs de la zone aéro et l'antenne qui vous est ouverte. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission de Push to Talk. C'est ça. Voilà, La parole est à vous. c'est ça. On a fait le tour du programme. C'est bien. On va faire un petit mot de la fin, les amis. Il y a une question. Ah, il y a une question que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes Tao et aux jeunes Judicaël avec l'expérience que vous avez aujourd'hui? Vas-y. C'est clair, net et précis. Te pose pas de questions, faut y aller, faut essayer. Et comme je disais tout à l'heure, on va pas refaire toute l'émission, mais essaye, rate, recommence, et c'est comme ça que tu réussiras. Ça me rappelle un certain Michel Blanc dans un film, ça. Ah, Oublie que t'as aucune chance, fonce. d'accord. Écoutez, les amis, on va vous laisser un petit peu le mot de la fin avant de nous quitter. Non, merci à vous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des passionnés. Voilà, donc merci à vous. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Voilà, nos proches, nos équipes, c'est hyper important. Et puis, venez nous voir. Discussion ouverte et on attend que vous. Parfait. Judy? Taou l'a tout dit, donc je vais Voilà. dire effectivement merci à tout le monde, merci à ceux qui ont suivi ce soir, merci à ceux qui suivront plus tard sur YouTube. Et je vais dire la même chose, venez nous voir au Bourget et n'hésitez pas à nous dire si vous passez nous voir que effectivement vous avez suivi l'émission de ce soir. Si vous avez d'autres questions,
n'hésitez pas, passez nous voir, ça sera avec un grand plaisir. Nico. Ils sont vraiment binômes, hein, parce qu'ils parlent l'un pour l'autre. Ah oui, c'est clairement. ça. C'est fascinant, ils se sont pas trouvés par hasard tous les deux. Voilà, donc il y a le Non, chat. mais c'est- là, Oui, vas-y Nico. Non, dernier mot, je dis non, c'était une super soirée, parce que là, on a parlé de des sujets qui m'intéressent énormément, quoi. Donc, maquette, simulateur, combat aérien, voilà, quoi. Donc, Vendu. voilà, c'est tout ce qui fait ma vie, quoi. Comme on disait au début, j'ai pas pu être pilote parce que, dans l'armée, parce que on m'a mis des lunettes sur le nez quand j'étais en seconde. Donc, on m'a dit que je verrais mieux. Et puis, effectivement, Vous voyez mieux. je voyais mieux. Et donc, du coup, voilà, je vis ça autrement. Et puis, je vis très bien, quoi. Voilà. Donc, Cynthia, petit mot? Mais moi, merci à tous les deux. Moi, je suis fascinée vraiment par l'aspect humain de tout ce que vous faites et toute la force et l'encouragement que vous mettez justement à transmettre votre passion au travers de vos simulateurs et de vos échanges avec les gens. Et puis vraiment fascinée par votre symbiose, c'est incroyable. Vous êtes faits pour vous croiser. Désolée pour vos femmes respectives, mais vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Voilà. Il y a des choses que nous, hommes, on peut pas dire, c'est toi qui l'ai dit. Donc c'est bon. On va retirer la dernière phrase. Ouais, d'accord, ok. Oui, alors peut-être pas dans le contexte actuel, c'est pas ce que je voulais dire. Pas de malentendu. On salue FreeFlight qui vient d'arriver et qui dit merci à vous pour cette émission fascinante. Je vais me faire la voix du chat, moi, un petit peu pour le mot de la fin. Merci Judy et Tao. Bon salon également. Bon salon du Bourget. Donc voilà, il y a les gens qui vous souhaitent de bonnes choses. Et puis nous aussi, hein, on va vous souhaiter que cette édition soit riche en expérience et puis en retour aussi pour vous et Fly and Flight qu'on va continuer de suivre. Évidemment, il y a le site internet d'ailleurs. Hein. Oui, vas-y Tao. J'insiste parce qu'on en parle depuis le début, etc. Mais le salon du Bourget, le réseau sur le Bourget, c'est quand même eux qui nous offrent aussi cette opportunité d'être présents et qui nous accompagnent, et qui nous soutiennent très largement. Et voilà. Et donc ils participent eux aussi à promouvoir l'aéronautique. On n'en parle pas parce que c'est tellement évident et que c'est le plus grand salon du monde, un des plus grands salons du monde. Mais ils ont fait, c'est la deuxième fois qu'ils nous font confiance et qui nous appuient. Donc on tient vraiment à les remercier parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait, quoi, clairement. Voilà, désolé. C'est bien de le dire et de le rappeler. Merci en tout cas pour votre participation évidemment. Je rappelle à tout le monde que cette émission, pour les abonnés Twitch, vous y aurez accès immédiatement pour 14 jours et donc au 15 à J+14, je vais y arriver. Sur YouTube, vous pourrez retrouver ce replay comme tous les autres sans aucun problème et également en podcast mis en ligne par notre ami Juno sur toutes les bonnes plateformes de podcast en audio. Vous retrouvez l'intégralité des émissions de la zone. Merci à toutes et tous qui êtes dans le chat là, qui avaient posé pas mal de questions, donc merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la zone sur toutes les bonnes plateformes, sur tous les réseaux, avec les programmes, avec tout ce qui va bien. Il y a les liens qui vont apparaître dans quelques instants sur le chat. Le Patreon et l'OASO pour nous soutenir, etc. Puis tout de suite, évidemment, c'est un raid. On bascule sur une chaîne. On va voir ça pendant le générique, donc restez avec nous et faites un copier-coller des différents petits pictos pour dire à la chaîne qu'on arrive. La zone aéro en force. Voilà, merci Julot pour la petite commande. Puis je dis, on attend le binôme de choc pour revenir nous parler de leurs nouveautés. Bah oui, à l'occasion, sans problème. Avec plaisir. On se retrouve juste après le générique, les amis. Hein, comme ça, on fait un petit débrief entre nous. Nous, on vous souhaite une bonne soirée. On espère que cette émission vous a plu. Rendez-vous vendredi prochain, donc pour la prochaine avec le Dr Soladjes. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, on va lancer le générique. Et puis, rendez-vous sur la chaîne chez qui on arrive. On va voir ça dans un instant. Bonne soirée tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, bye bye. Salut. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission.
zone aéro, l'émission. Welcome aboard, approximately 2 hours.